Il est presque 22 h de retour en direct sur ce plateau pour cette nouvelle soirée spéciale sur BFM TV. Ce moment décisif que nous vivons à quelques heures de la décision du Conseil constitutionnel concernant évidemment cette réforme des retraites. Émission spéciale. François Ruffin vient de nous quitter. On est ensemble en plateau avec des Français. Eh oui, ils nous ont rejoints et puis ça va tourner. Hein. D'autres vont nous rejoindre. Ça vous ferait quand on dit que ça va tourner? Non, c'est bien. Oui, voilà. Je salue Stéphanie Cosset. Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise. On vous a déjà vu tout à l'heure vous adresser à François Ruffin, dirigeante d'Institut de beauté à Paris. Bonsoir Brice Dieu, serveur dans le secteur de l'événementiel à Rouen. Bonsoir Brice, basé à Rouen. Bonsoir Nathalie Grison, vous êtes dirigeante d'un magasin de prêt-à-porter à Paris. Bonsoir Stéphanie Colmar, professeur d'anglais au lycée Michelet à Vence. Bonsoir Jérémy Ferrer, vous êtes artisan boulanger à Meaux, fondateur d'un groupement d'artisans boulangers. Et bonsoir Mathis Aversinck, vous êtes étudiant, membre des jeunes du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. On le disait, moment décisif donc demain avec cette décision du Conseil constitutionnel. Si c'est validé, qui manifeste demain ou dans les jours qui viennent? Vous avez le droit de lever la main. Il y en a un qui lève la main. Pourquoi? Tout de suite la main. À deux. Voilà. Mathis et Stéphanie, pourquoi? Je crois qu'on va être bien plus largement que deux demain dans la rue et dans les jours qui vont venir. Déjà, pourquoi on manifeste demain? Parce que, en tout cas, nous, au niveau des jeunes, des étudiants, mais j'ai l'impression bien plus largement, on n'attend pas grand-chose du Conseil constitutionnel. On sait que dedans, il y a des proches de Macron, mais plus généralement des proches du patronat. Et cette loi, elle est pour le patronat, donc après tout, pourquoi la retoquer? Et on voit aussi que la colère, elle va pas bouger, même si la réforme, elle part. Au niveau des étudiants, on appelle déjà dès demain à une manifestation à 14 h au départ de Saint-Lazare. Et je pense que le gouvernement, il devait s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de monde, puisqu'ils ont décidé de faire des arrêtés d'interdiction pour empêcher toute manifestation vers le Conseil constitutionnel. Oui, à partir de ce soir et samedi matin. Stéphanie, vous dites que vous allez vous aussi manifester demain, c'est une certitude? Oui, je vais continuer à mobiliser. Comme je le disais tout à l'heure, les mobilisations prennent d'autres formes. Vous ferez quoi, vous, demain? Alors demain, je retourne travailler quand même un petit peu. Et puis, oui, j'irai manifester. J'ai déjà un rassemblement prévu dans le sud 92. Vous anticipez déjà la décision du Conseil constitutionnel ou vous allez manifester quelle que soit la décision, même si la réforme est retoquée demain? Alors, on l'espérerait beaucoup, mais même si la réforme est retoquée, on sortira dans la rue et on sera content, on fera exploser notre joie, pour le coup. Donc, de toute façon, on sera dans la rue. Ouais. Parce que une démocratie, ça passe aussi par le peuple. Hein, et je crois que ça, Emmanuel Macron semble l'oublier. Une démocratie, c'est pas que des lois, c'est aussi une façon de vivre ensemble. Et la démocratie populaire, ça existe, en fait. Hein, et on ne peut pas gouverner un pays comme si le peuple n'existait pas. Là, on a quand même, depuis 3 mois, 90% de la population, 90% des travailleurs qui sont opposés à cette réforme. Et on a un président de la République et un gouvernement qui ne nous entend pas. Donc on continuera à se faire entendre. Brice, est-ce que vous comprenez? On ne vous a pas encore entendu ce soir. Les débats ont été nombreux avec François Ruffin, donc je n'ai pas pu lui poser ma question. Mais ouais, je veux bien, mais qu'est-ce que vous expliquez aussi, comme on disait à M. Ruffin, les manifestations qui pénalisent? Moi, dans mon secteur, par exemple, je vais parler pour le chef d'équipe que j'ai eu au téléphone il y a... Vous êtes dans la restauration? Exactement, restauration événementielle. Donc ça comporte fêtes foraines, foire expo, salons, prestations dans les différents bâtiments, comme par exemple à la Défense, ça m'est arrivé de travailler, dans les ministères. Là, par exemple, c'est une équipe de collègues, 20 personnes, qui ont eu une dizaine de prestations annulées sur Paris. Donc nous, c'est notre cœur de métier, en fait, tous ces événements-là. Et de par du fait des grèves, c'est Pôle emploi qui se charge de payer leur salaire parce que vous faites grève. C'est madame qui perd de l'argent avec son magasin parce que vous faites grève. Vous êtes prof, je ne vais pas vous cacher, vous savez, votre retraite, elle est calculée sur les 6 derniers mois. Nous, sur nos 25 meilleures années. D'accord. Donc il y a quand même une différence. Monsieur est étudiant, vous avez du temps. Après, vous dites que les étudiants sont massivement dans la rue. Je suis désolé, mais ce n'est pas forcément vrai. Les chiffres ont montré, là, ces derniers temps, avec le 49.3, mais sur les 8 journées avant, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Même Tolbiac, en général, qui est un gros bastion, soi-disant, on ne les a pas beaucoup vus. Donc, mais pourquoi les étudiants se sont mobilisés récemment? Ils se sont mobilisés pour le 49.3, pas pour la réforme des retraites. D'accord. Mais est-ce que ces jeunes, par contre, ont été votés? Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir dans les manifestations, quand on sait qu'aux législatives, on a eu 50% de taux d'abstention. Combien de ces manifestants ont pris 5 minutes un dimanche matin pour aller voter? Alors attendez, il y a plein de choses dans ce que vous dites ce soir. On va prendre point par point. D'abord, sur le fait que ça perturbe, encore une fois, un certain nombre de travailleurs, un certain nombre d'entreprises qui perdent du boulot avec les manifs.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. La grève, elle n'est pas contre vous. Au contraire, elle est pour mais vous nous, en fait, aussi. qui sommes tributaires. Oui, mais et votre famille, et vos parents, et vos frères et sœurs, et vos Mais cousins, on en vos est tous cousines. tributaires aussi. D'accord. Bah Mais vous oui. serez tous, à la fin, si cette loi passe, à travailler 2 ans de plus. Bah oui, mais D'accord. moi, ça me Et dérange ça pas. vous dérange pas. Bah non, l'espérance de vie rallonge. Et On a ça des vous coûts dérange de- pas, vous me parliez de Pôle emploi, et ça vous dérange pas de risquer finalement d'être à Pôle emploi Bah là, en fait, c'est ce à qui se passe à partir cause de de vos grèves, 57, madame. 58 ans. Parce que mes collègues, par exemple, au lieu d'aller travailler, d'être payés Ouais. par un employeur, c'est D'accord. Pôle emploi qui les a payés. Mais en plus, C'est à pas- partir de c'est pas leur travail 57, qui les a 58 ans, ils auront droit à 5 ans de chômage en plus, parce que plus personne Pas les forcément. emploiera. On le sait très bien. Bah écoutez, madame, On moi, le je sait travaille dans très bien. l'événementiel, je travaille avec des gens qui ont 40, 50, 55 Oui, ans, mais pas 60 ans. 64 ans. Eh ben, s'il y en a encore, madame. Eh ben, Parce qu'ils font écoutez. ça avec leur passion. D'accord. Vous avez déjà vu des sapeurs-pompiers travailler 2 ans de plus. Moi, mon père, il est Après- sapeur-pompier, donc je me sens un petit Ouais. peu concerné. Il va devoir travailler 2 ans de plus. Il a déjà des problèmes de dos. Même des jeunes aujourd'hui Bah, ont mais des moi, je suis en problèmes restauration, quand j'ai ils mal au dos travaillent. aussi, et pourtant, je Oui, travaille. oui. Et D'accord, je mais vais vous vous laisser n'avez faire. pas encore 64 ans. Non, pas Eh ben, encore. on vous verra quand vous aurez 64 Mais après, 60 ans, il existe aussi 62 ans. peut-être d'autres moyens de travailler jusqu'à 64 ans. Il y a aussi de la mobilité, il y a il peut y avoir de l'ascension sociale, D'accord. Mais pour ça, on professionnelle. aurait Par aimé contre. que le gouvernement réfléchisse un petit peu à ce que c'est que Ça, le par contre, je travail. vous le conteste pas, La la valeur méthode a du été travail. pourrie. Bon. Ça, là-dessus, je pense que tout Vous le monde voyez s'en bien rejoint. qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ça, on est Et d'accord. puis on n'oublie pas aussi, j'aimerais quand même rappeler quand même, parce que je trouve qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est qu'une des premières choses que ce président ait faites en arrivant au pouvoir, il y a eu la fin de l'impôt sur la fortune, 5 euros les APL, et aussi la suppression de 6 critères de pénibilité. C'est comme ça qu'il a commencé son mandat en 2017, Macron. 6 critères de pénibilité. L'insalubrité, les charges lourdes, pour avoir été sur les piquets de grève de la TIRU d'ici les Moulineaux. TIRU, ce sont les Les incinérateurs. incinérateurs. Il y en a 3 autour de Paris. Je me retrouve avec des gens qui travaillent à 35 mètres sous terre, au 3-8, qui donc sont dans l'insalubrité. Il faut voir les odeurs, la poussière dans laquelle ils travaillent tous les jours et toutes les nuits. Ces gens-là, c'est indécent d'aller leur demander de travailler 2 ans de plus. C'est totalement indécent. On va faire circuler la parole. Voilà. parce On est que- face vraiment à de l'indécence en politique, là. Et heureusement qu'on a des gens comme M. Ruffin pour rétablir un petit peu les choses. Et de ramener un peu d'humanité là-dedans. Ouais. Jérémy, on vous a pas entendu. Vous êtes Exactement. contre la réforme des retraites et quand Maxime a demandé qui va manifester demain, vous n'avez pas levé le doigt. Pourquoi Alors vous n'y exactement, allez j'ai pas demain levé la main parce que finalement par manque de temps, même si notre établissement, notre boulangerie va fermer à la fin du mois, il faut continuer à travailler. Il faut savoir que en règle générale dans une boulangerie c'est 80 heures par semaine, donc je suis contre la réforme des retraites. En revanche, j'aurai pas le temps d'aller manifester. Et je suis un peu mitigé parce que j'ai des collègues qui travaillent dans Paris, qui ont des boulangeries dans Paris, et je suis conscient en fait de l'impact financier que ça a, toutes ces manifestations. Par contre, je pense qu'il faut raisonner sur du long terme. Moi, mon père aujourd'hui, il a 59 ans. Il devait partir à la retraite à la fin de l'année. Donc là, on tire le rideau à la fin du mois. Donc finalement, c'est pas 1 an qu'il va devoir faire en tant que salarié, parce que là, il est en train de chercher du boulot. À la fin du mois, on tire le rideau, donc il va redevenir salarié. Notamment à cause de l'inflation et du prix de Exactement, l'énergie, etc. l'inflation, le Ce dont prix on de a parlé l'énergie. ces derniers mois. Exactement, mais finalement, c'est pas 1 an en tant que salarié qu'il va devoir faire, mais c'est plutôt 2 voire 3 ans. Donc en fait, je Et suis il un peu trouve là, mitigé. il envoie son CV. À 59 ans, c'est un peu plus Et compliqué il que n'arrive quand pas. on en a 24. hein. Et c'est un des problèmes justement Exactement. que cette réforme des retraites était censée tenter de résoudre. En fait, Vous, c'est vous ça, pensiez c'est- quoi le problème, c'est de que l'index il- senior, le En fait, CDI senior? il est né en 1963. Donc finalement, vu qu'il est après 61, ces années d'alternance ne sont pas prises en compte. Il a commencé à travailler à 14 ans. Vous disiez tout à l'heure, mais que on avait la possibilité de travailler jusqu'à 64 ans. Je vous invite à venir voir mon père à 59 ans. Je doute pas, vous savez, moi aussi, je fais un métier. Travailler, oui, non, mais Après, ce que quand je vous on se explique, lève c'est tous qu'il y les a jours à d'autres moyens aussi de minuit, travailler 1 jusqu'à heure du 64. matin, 80 heures par semaine, tirer jusqu'à 64 ans, ça reste compliqué. hein. Ça peut, mais après, comme je vous C'est dis, il y pas a ça sûrement peut, c'est d'autres sûr. moyens qui auraient pu être discutés à l'Assemblée s'il n'y avait pas eu de l'obstruction aussi. Mais il y a aussi d'autres moyens de réformer les retraites. Et pas seulement en faisant travailler les plus En supprimant, difficulté. par exemple, aussi les régimes spéciaux qui engloutissent des milliards dans les caisses des finances d'État. Oui, ou en établissant un petit peu plus d'égalité entre les salaires, en augmentant les salaires. On est quand même un pays où on est les moins bien payés. Parce qu'on est trop taxé. Ah oui, mais on a aussi des services publics qui... On veut fonctionnent demander les encore moins un bien petit payés. peu. Vous parlez des femmes, notamment, ou en général? En général. Les enseignants, par exemple, mais je ne parle pas que de moi. Non, on a un problème de salaire en France. Ça, tous les économistes le disent. Et on on parle est moins effectivement bien juste payé avant. en France que dans Nathalie. d'autres pays d'Europe. Oui, alors moi, je n'ai pas pu parler de ça tout à l'heure avec M. Ruffin. Moi, c'était à propos de la loi Aubry. Si vous Sur les faites- 35 heures. sur les 35 heures. Si vous faites un constat, que moi j'ai regardé,
que j'ai cherché. En 1970, vous aviez 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est tombé à 1,7. Alors, on nous parle de retraite. J'aimerais bien savoir comment on va pouvoir payer tous ces gens, enfin, les gens à la retraite aujourd'hui, avec 1,7 personnes qui travaillent. Le problème de la loi Aubry, si vous regardez depuis 1998, qui a été votée, c'était pour soi-disant donner du travail aux gens et permettre à d'autres de partir à la retraite. Puisque sous Mitterrand, au départ, il nous a mis la retraite à 60 ans, puisque c'était dans son septennat, pardon, excusez-moi. Si vous faites un calcul, si on avait laissé les 39 heures, eh ben ces fameuses 4 heures qu'on a supprimées pour, entre guillemets, le bien-être des gens, moi, je pense qu'on a créé des gens qui sont devenus oisifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut vendre aux gens, c'est-à-dire on leur dit « c'est super, vous travaillez 35 heures, vous allez bien vivre, mais à côté de ça, vous êtes payé pour 35 heures, vous payez des charges pour 35 heures, et ces fameux 4 heures de différentiel qui existaient quand on faisait 39 heures, eh ben, ce montant-là aurait probablement suffi pour aujourd'hui ne pas tomber dans ce système de retraite et garder une retraite à 62 ans et ne pas être obligé aujourd'hui de se dire qu'on est obligé de passer de 2 ans supplémentaires. Vous savez, moi, je travaille, tout ce qui est Vous dans la avez vente. 56 ans. Oui, j'ai 56 ans et vous voyez, j'ai une cocarthrose de la hanche gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en attente d'une prothèse de hanche. Parce que, quand vous êtes en pied toute la journée, que vous montez, vous descendez les escaliers, les vêtements, les boîtes de chaussures et tout ça. Vous dirigez un magasin de prêt-à-porter, je le précise. C'est compliqué et effectivement, au bout d'un moment, le corps est fatigué. Et forcément, ça se met à des endroits où c'est le plus compliqué. Voilà. Alors, je pense aussi également qu'on devrait prendre en considération la pénibilité des gens qui, effectivement, au travail. On ne peut pas continuer, effectivement. Oui, c'est vrai que moi, je ne peux pas aujourd'hui aller jusqu'à 64 ans. Ça, je le sais, parce que je suis fatiguée par le travail. Et pourtant, vous êtes pour la réforme. Je suis pour, parce que vous avez aussi des gens qui, comme des gens qui travaillent chez eux... Vous êtes pour la réforme, mais pour les autres, quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a une pénibilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui ont des métiers pénibles, comme monsieur, comme madame, qu'on ait la restauration, le commerce, ceux qui font les marchés, tout ça, je peux le comprendre, d'accord ? Mais vous n'allez pas me dire qu'un bureaucrate ou des gens qui font du télétravail aujourd'hui chez eux, dans un cadre des fois très agréable, ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans. On va en reparler dans un instant, Nathalie. Il faut qu'on fasse une toute petite pause. Oui, on revient dans un instant sur BFM TV. On poursuit cette soirée spéciale. Évidemment, ce moment décisif que nous vivons ensemble. À tout de suite sur BFM. On continue la conversation qu'on avait il y a quelques secondes. On accueille Sébastien Ville. Bonsoir, vous êtes masseur, fondateur du SPA Le Prieuré des Sources. Bonsoir Jackie Leboeuf, vous êtes retraité, ancien employé de banque. Et pour ceux qui ont raté la première partie, vous faisiez partie de ces manifestants qui sont allés aujourd'hui envahir le siège de LVMH. On s'interrogeait sur la journée de demain. On sait qu'on vit un moment décisif où tout va peut-être basculer. Est-ce que le mouvement va s'essouffler alors que la mobilisation était d'ailleurs particulièrement en baisse aujourd'hui? Ou est-ce qu'il va repartir de plus belle après la décision du Conseil constitutionnel qui est attendu demain à 17h40 et on suivra évidemment ce moment sur BFM TV. Sébastien Ville, comment vous voyez cette journée de demain? Je ne suis pas devin, je ne peux pas répondre précisément à cette question. On sent, c'est clivant beaucoup plus là autour de la table d'un coup. Ça s'est tendu, notamment pendant la pub. Ça s'est un peu tendu, ça discute, c'est bien, on va continuer à discuter tous ensemble. On pas entendu, mais effectivement. Non, mais vous inquiétez pas. On voit justement parfois l'absence de dialogue. Je pense que demain... ça risque d'être un peu plus compliqué. L'image qu'on a vue tout à l'heure avec, effectivement, quand François Ruffin a dit « il manque plus que les casques bleus ». Effectivement, devant le Conseil constitutionnel. Ouais, devant le Conseil constitutionnel. C'est vrai que ça se tend. On peut regretter une chose. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a bombé le torse, comment on dialogue Et je ne pense pas que ce soit demain la réponse du Conseil constitutionnel, d'ailleurs dans un sens ou dans un autre. Vous êtes pour situer, vous êtes pour la réforme, mais c'est un petit pour. C'est-à-dire que vous trouvez qu'elle aurait pu être mieux faite. Non, mais c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Je pense qu'on entraîne les gens avec un projet. Or, un projet, dire on va travailler 2 ans de plus ou 2 ans de moins ou autre, ça c'est une vision comptable. Donc c'est peut-être sexy sur des tableurs Excel. Ça je dis pas.
Mais concrètement, pour l'humain, c'est inintéressant. Donc effectivement, il faut sûrement rééquilibrer. Là, tout le monde est d'accord. Et je pense qu'autour de cette table, on a échangé dans le public entre différentes personnes. On était tous d'accord. Après, la méthode peut différer. Effectivement, il fallait qu'il y ait un dialogue. La vraie question, c'est de poser, par exemple, à Macron, pourquoi il passe toujours au-dessus des corps intermédiaires. Ben voilà. Parce que, par exemple, c'est assez flagrant. Il aime ça, il en a même fait un livre. Donc il y a une obsession. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose jeune avec, je ne sais pas, dans une manif, quelque chose? Ça, ce serait intéressant de comprendre. Parce qu'effectivement, maintenant que tout le monde, et on le voyait entre madame et madame, une fois que ça se tend comme ça, les positions se radicalisent un petit peu, et donc il n'y a plus de dialogue. Donc maintenant, comment on va faire effectivement pour sortir de ça? Parce qu'effectivement, des commerçants, j'ai aussi un spa à Paris, je sais ce que c'est, j'en ai en province, c'est compliqué de travailler. Quand il y a les CRS devant, ça donne pas aux gens envie de sortir, les restaurants, des boulangeries. Vous voyez etc., les conséquences tout de suite là? Bien sûr. Oui. Nous, on tourne, on est à moins 20, moins 25%. Parce que quand on a C'est la pas même les- chose, pardon, c'est la même chose chez vous, Stéphanie? Tout à fait. Comment vous le vivez, ça, vous? On essaie de s'en sortir, on essaie de... on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Mais vous êtes inquiète pour demain? Est-ce que Ah oui. vous en êtes au point de vous dire je vais peut-être devoir fermer ou... Oui, oui. Ah oui, chaque journée de manifestation, oui. On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir ou pas. C'est pareil pour vous, Sébastien? Oui, enfin, nous, on ouvre, on est des dingues, on ouvre. Mais ce que je veux dire, c'est très compliqué parce qu'en fait, je pense que derrière cette colère des retraites, il y a plein d'autres choses qui se cristallisent. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec François Ruffin, mais effectivement, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. C'est compliqué de se chauffer, c'est compliqué de faire son plein d'essence, c'est compliqué de manger. Des choses qui sont vraiment essentielles. Effectivement, on l'a tous entendu sur des plateaux télé, les cadenas sur la viande, etc. Enfin, ça devient délirant. Ça, je partage complètement. 80 heures. Enfin, je vois tout ça parce que moi, je sais ce que c'est. Le gaz, j'ai fait x2. J'ai un spa à Dijon, j'ai fait x2 sur le gaz. On le voit partout. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas comment on sort de ça, mais effectivement, il va falloir que le dialogue arrive à reprendre, parce que derrière la réforme des retraites, il y a encore 4 ans à tirer. Simplement sur le dialogue, pendant la pub, pour vous donner les coulisses un peu, Nathalie, vous disiez, mais j'ai pas compris pourquoi les syndicats ont quitté le bureau d'Elisabeth Borne au bout de 55 minutes. Bah oui, parce que je suis désolée, moi j'estime qu'il y a une question d'ego. C'est-à-dire que Madame Borne, elle n'a pas voulu retirer sa retraite, sa réforme. Et de l'autre côté, les syndicats n'ont pas voulu dialoguer parce qu'ils se disaient tu veux pas retirer ta retraite, donc nous, on va pas discuter. Et je suis désolée. Quand on est suffisamment intelligent, on passe outre, on dit OK, vous voulez pas, très bien, mais ça nous empêche pas de dialoguer. Le problème, c'est ça. Et c'est un peu fatigant pour nous, Français, de se rendre compte quand même que nos gouvernants, il y a quand même beaucoup d'ego là-dessus. Et quand vous dites gouvernants, vous incluez les syndicats aussi. Stéphanie, je vous vois souffler. Et vous êtes un peu cherché pendant la pub. Oui. En fait, c'est mieux, l'émission est mieux pendant la pub que en direct. Non, j'essaie de recréer ce qui s'est passé pendant la pub. Laissez. on se fâchait toutes les deux. Non, mais ça discute, c'est très bien, Stéphanie. Oui, en effet, ils sont restés 55 minutes, mais ils arrivent, les syndicats, déjà il y a cette unité syndicale exceptionnelle. Bon, les syndicats sont d'accord pour proposer une autre réforme. Mais cette autre réforme, c'est un autre financement. Ça passe par autre chose. Donc c'est le préalable pour proposer cette nouvelle forme de réforme, c'est de supprimer cette histoire de 2 ans de plus. Parce que si on n'est pas obligé de financer, cette réforme, ces retraites en demandant aux gens de travailler 2 ans de plus, on peut faire des tas d'autres choses. Alors ce à quoi ont réfléchi les syndicats. Donc eux, ils arrivent avec une proposition. C'est sûr que leur proposition de réforme, elle passe d'abord par OK, mais les 2 ans de plus, non. Par contre, on finance autrement. On finance, par exemple, en augmentant les salaires. On finance, par exemple, en rétablissant un petit peu plus d'égalité entre les salaires hommes-femmes. Ou même, et on peut aussi entrevoir l'idée d'augmenter les cotisations des plus riches d'entre nous. Alors moi, vous voyez... Ça a été, ça a été discuté. Des économistes sérieux sur la question ont vu qu'à peu près, pour des salaires, on va dire, de 2500 € par mois, ça reviendrait à augmenter nos cotisations de 10 € par mois. Il faut que tout le monde dise... Nathalie, est-ce que vous répondez? Pardon, excusez-moi, je prends juste pour compléter ce que vient de dire cette dame à côté de moi. En fait, il y a aussi le taux d'emploi des seniors. Il faut savoir qu'en France, le taux d'emploi des seniors, il est de 46%. Vous êtes à la retraite, je le précise. Moi, je suis, oui, un heureux retraité. Alors... et donc, si on s'attaquait... Parce qu'en fait, cette réforme, elle a été mal emmanchée depuis le départ.
Et je pense qu'il aurait fallu faire d'abord une loi sur le travail et ensuite la coller à une loi sur la retraite. Et une fois qu'on aurait bien étudié avec les syndicats, avec les corps intermédiaires, la réforme du travail, en tenant compte de tout ce que Madame a présenté, après on pouvait s'attaquer à sur la méthode, pardon, Jacques, sur la méthode des deux côtés de la table, vous êtes d'accord, hein? Oui, tout à fait. Moi, simplement, je dis, et vous ne me l'enlèverez pas de l'idée, que la loi Aubry qui a été créée en 1990... Ah, vous, c'est les 35 heures. Nathalie, c'est les Fois, 35 heures. Et vous dites que les Français sont devenus oisifs depuis les 35 heures. C'était votre propos tout à l'heure. Je me suis peut-être mal exprimée. On a voulu vendre aux gens, simplement, leur dire que travailler 35 heures, ça permettrait de donner du travail à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Parce que tout à l'heure, M. Ruffin parlait de gens qui n'arrivaient pas à vivre, parce qu'on a simplement créé, en fait, des petits contrats à 20 heures, à 25 heures, et on a mis dans la précarité des personnes. Voilà. Si vous remarquez bien, avant tout ça, dans les années 70, dans les années 80, on vivait beaucoup mieux. Moi, je suis désolée. D'ailleurs, M. Ruffin l'a dit. Les gens partaient en vacances, les gens, ils avaient le droit, ils pouvaient faire les fêtes. Mais le contexte n'était pas le même aussi. Est-ce que vous comparez deux périodes qui n'ont rien à voir? Mais c'est pas ça, c'est pas deux périodes qui n'ont rien à voir. Le travail reste le même. Et je dis, et pour moi, je suis désolée, dans les années 70, 80 ou même 90, déjà les commerces n'étaient pas ouverts le dimanche. Aujourd'hui, si vous regardez bien, si vous faites la comparaison avec aujourd'hui et ce qui s'est passé et ce qu'on a vécu, ce que moi j'ai vécu, je suis désolée, la vie est complètement... On vivait mieux dans les années 80 et 90. Mais les gens, ils travaillaient 39 heures, mais ils partaient en vacances et ils faisaient les fêtes avec leur famille. Et les magasins, ils étaient fermés et tout le monde s'accommodait très très bien de faire leurs courses et de vivre correctement. Aujourd'hui, il faut travailler 7 jours sur 7. Bientôt, on va travailler la nuit, on va travailler tout le temps, on va devenir dingue. Ça réagit aussi dans le public autour. Jackie, vous voulez répondre? Si vous voulez. Oui, vous vouliez répondre. Travailler le jour et la nuit et 2 ans de plus. Voilà. Ah non, si on travaille le jour et la nuit, comme ça on a des cotisations en plus, on n'a plus besoin de travailler 2 ans de plus. Bon, là, vous faites la réforme. Qui a voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle? Waouh. Question suivante. Et pareil, dans le public, Mais on ne répondra pas forcément. dans le public, vous êtes 3. Oui. Ouais. C'est ça. Et Un peu ensuite, plus. au second tour. Un peu plus. Ah ben, au second Oui, tour. au second tour, tout le monde. En fait, au second tour, j'ai pas voté pour Macron, j'ai voté contre Le Pen. Et quand vous voyez précisément dans les derniers sondages que Marine Le Pen est en train de regrignoter du terrain, que c'est elle et le Rassemblement national qui pourraient profiter de la crise qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que vous le vivez, ça, Jackie? Ben, je le vis vraiment mal. Parce que je crois qu'on est vraiment à un tournant et il va falloir, comme disait François Ruffin, trouver des solutions, des mécanismes qui vont faire qu'on va faire reculer... on va faire reculer le Front National. Vous savez, moi j'avais fait une pancarte juste avant le vote de la loi qui s'adressait à cette charmante dame que vous avez derrière vous. Elisabeth Borne. Et je lui avais dit, Elisabeth, n'appuie pas sur le bouton nucléaire du 49.3, ne transforme pas le drapeau tricolore en drapeau bleu marine. Pour vous, c'est le risque. Et voilà. Stéphanie, ça vous fait réagir aussi? Oui, moi, ça fait longtemps, depuis 2017, je vois je vois le régime Macron comme un boulevard pour l'extrême droite. La manière dont il divise, dont il fracture la société. Il y a d'un côté le bon sens, le réalisme politique. Ouais, il faut travailler plus, etc. Et puis de l'autre côté, l'ultra-gauche, les factieux... Enfin, bon, tout ce qu'on a pu entendre sur tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui depuis le début, quoi. Et je pense que cette manière de fracturer la société... D'ailleurs, vous dites qu'au second tour, vous n'avez pas voulu faire barrage à Marine Le Pen. Enfin, vous n'avez pas voté Emmanuel Macron. J'ai pris cette responsabilité de ne pas voter Macron parce que je refuse de voter pour cet homme. Parce que pour vous, c'est tout comme plus la question. Je ne voterai jamais pour Marine Le Pen, évidemment. Mais non, j'ai pris ce risque. Et là, de voir que les sondages la donnent éventuellement présidente de la République. Très prévisible. Je pense vraiment que avec Macron, les mots perdent leur sens. L'ultra-gauche, dès qu'on est à gauche, on devient de l'ultra-gauche. On est manifestant, on devient un factieux. Et je pense que cette perte de sens, elle est très, très néfaste. Et ça peut amener à ce ressentiment, ce dégoût, le 49.3, etc. Ça.
les gens ne vont plus croire aux institutions et se dire, eh ben, après tout... Alors, attendez, qui pourrait, autour de la table, être tenté, en 2027, si elle se représente, par un vote Le Pen? Je ne sais pas si vous répondrez, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, ou qui entend dans son entourage des gens qui, désormais, pourraient se dire... Mais ça, on l'entend régulièrement. Il y a plein de gens en province, on entend régulièrement des gens qui disent, et c'est souvent le mot, on va leur mettre un petit coup de marine. C'est leur expression. On l'entend très, très souvent. Donc, bien sûr que ça n'a jamais été essayé. Donc vous avez des gens qui vont être tentés. C'est ça qu'on entend. Donc les gens, d'un seul coup, ils disent on va essayer. À titre personnel, jamais je voterai Marine Le Pen. Mais voilà ce qu'on entend. Moi, ce qui me dérange, je suis très étonnée. Je ne suis pas du tout Madame Le Pen, mais j'écoute les gens. Et pourquoi vous la diabolisez comme ça? Pourquoi vous êtes là axé sur Madame Le Pen en se disant ah ben non, on veut pas d'elle, mais comme si c'était le diable. Ça, j'aimerais bien comprendre. C'est l'histoire du Front National, Madame. Non mais attendez, vous pouvez pas faire un amalgame entre le père et la mère, entre le père et la fille. Bah si, c'est toujours le même parti, il a juste changé de Front National. Mais c'est pas les mêmes personnes. Ah si, dans le parti, vous pourrez voir qu'il y a les mêmes personnes. Hein. Non, Ils Marine. pas la façade, simplement. Non mais attendez, j'essaie de comprendre pourquoi on veut absolument toujours diaboliser. Alors cette nous, personne. c'est pas nous qui la diabolisons. Elle diabolise les immigrés, les travailleurs immigrés. Voilà, elle diabolise tout ce qui n'est pas français de souche, visiblement. D'accord. Bon, bah voilà, ça fait un petit peu peur. J'entends pas ça, mais bon. Et justement, Stéphanie, est-ce que vous vous dites on a tout essayé sauf Marine Le Pen pardon, et Nathalie, excusez-moi, il y a deux Stéphanie, une Nathalie. Nathalie, est-ce que vous vous dites on a tout essayé sauf Marine Le Pen, donc je pourrais voter pour elle? Objectivement, oui, pourquoi pas, je sais pas. Ça serait plutôt une politique, ça serait pas la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où, voilà... Elle veut abroger, hein. Elle dit que si elle est élue, elle abrogera cette réforme des retraites, et pourtant vous êtes pour la réforme, je précisais juste. Aujourd'hui, personne ne m'a dit comment on allait réussir à payer les retraites si demain on abroge ça. Dites-moi aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes pour la réforme des retraites et vous vous dites demain je pourrais voter Marine Le Pen? C'est ça que j'essaye de comprendre. Je vous avoue, je suis honnête, je ne serais pas capable de vous répondre. Parce que, il y a quand même forcément une raison. Complexité de l'âme humaine. Voilà. C'est facile. Mais vous avez raison. Bien sûr. Sébastien est toujours là pour vous aider. C'est facile de répondre ça. C'est pas juste une pulsion. Non, c'est pas une pulsion. Moi, je vous dis, de toutes les façons, il va bien falloir un moment qu'on arrive à continuer à payer ses retraites. Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est pas possible. Alors, c'est quoi? Prendre encore sur les petites PME? Les PME, on est 1 million, on donne quand même du travail aux gens. Alors, vous avez des PME de 2, 3 personnes, mais bon, on est quand même là, on existe, et c'est toujours sur les mêmes comptables, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a marre. Vous répondez pas à ma question, mais que c'est peut-être pas... Mais... Savoir pourquoi je serais capable... Je sais pas, peut-être, je vous dis oui comme ça, parce qu'effectivement, on l'a pas essayé. Voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, on peut plus continuer dans l'état où on est aujourd'hui. Je pense qu'on n'a jamais vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai jamais vécu ça. Justement, on se parle. Vous parlez aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, cash, mais calmement. Oui, est-ce que vous avez le sentiment, notamment dans vos boutiques, dans vos métiers, etc., que c'est de plus en plus tendu entre les Français? Qu'on est arrivé à un niveau de tension, éventuellement de colère aussi, que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant? Je sais pas. Je pense qu'il y a juste à regarder les images, hein. On le voit bien, hein. Les gens descendent dans la rue. Moi, mon père, aujourd'hui, n'a pas le temps de descendre dans la rue, mais c'est pas l'envie qui lui manque, hein. Donc oui, je pense que c'est largement en train de se tendre. Et effectivement, je pense qu'il y a de la récupération politique derrière et un gros boulevard. On le voit bien, en fait, c'est du sabotage. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est du sabotage et que derrière, il y a de la récupération du FN et que ça va leur en profiter, malheureusement. Et si, vu qu'on imagine plusieurs hypothèses, on ne sait pas ce que le Conseil constitutionnel va décider ou a peut-être décidé. Je vous tease déjà le prochain plateau, on demandera à une constitutionnaliste. Si tout est déjà joué là maintenant, ou si ça peut éventuellement changer demain matin, on verra ça dans un instant. Il y a plusieurs hypothèses. Le Conseil constitutionnel peut très bien valider la réforme des retraites et en même temps valider le référendum d'initiative populaire. Maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi, mais maintenant il y a une deuxième demande qui a été
formulé au Conseil constitutionnel par la gauche, parce que le premier RIP qui avait été soumis au Conseil constitutionnel, apparemment, avait été mal rédigé. Est-ce que vous vous dites, Jackie, que si le référendum d'initiative populaire est validé par le Conseil constitutionnel, vous voyez un moyen de bloquer la réforme, et donc ce sera plus nécessaire d'aller dans la rue une fois par semaine, comme vous le faites depuis le début? Mais qu'est-ce que vous entendez par un moyen de bloquer la réforme? Alors, vous voyez ce que c'est le référendum d'initiative populaire? Oui, mais Emmanuel Macron peut promulguer la loi. Absolument. Oui. Donc moi, on pourrait se retrouver, juste pour être précise, on pourrait se retrouver avec la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et avec une autre loi qui serait accouchée par le RIP. On pourrait à un moment se retrouver avec deux lois complètement contradictoires, ce qui serait du jamais vu, mais qui pourrait peut-être être notre avenir demain. Est-ce que le fait de savoir que c'est une hypothèse, ça pourrait freiner la mobilisation? Alors écoutez, concernant demain, moi je pense que demain, quel que soit le résultat du Conseil constitutionnel, il y aura énormément de monde dans la rue. Soit il annule carrément la loi, donc là, chouette, on sera dans la rue, on ira boire un coup, ce sera la fête. Soit, vous irez avec Stéphanie. Voilà. Soit il y a une annulation partielle et éventuellement le RIP. D'accord ? Donc là, on continuera d'être mobilisés parce que de toutes les façons, pour que le RIP aille jusqu'au bout, il faudra une grosse mobilisation pour aller récolter les 4 800 000 signatures. Oui, donc c'est pas la même chose, c'est pas aller manifester, c'est chercher des signatures. Voilà, donc là, oui, mais si vous voulez, on est en train un petit peu de lire dans le mar de café, là. Oui, on sait pas ça trop s'appelle le moment passer, décisif, justement, on ne sait pas vers quoi on va, et on essaie de voir les différents scénarios. Mais je peux vous dire que demain, enfin écoutez, je suis dans les manifestations, aujourd'hui c'était ma 17e. Je peux vous dire. Ah, vous êtes au-delà des 12, vous? Oui, tout à fait, parce que je fais des manifestations au flambeau, je fais des occupations dans des dépôts de bus, à Gare Saint-Lazare, enfin bref, voilà. Et je peux vous dire que les gens sont particulièrement remontés, mais comme des pendules. Et c'est pas parce que demain il va y avoir le Conseil constitutionnel qui va dire par exemple que ok, il y a le RIP, mais on censure qu'en partie ou je valide carrément la loi, que ça va vraiment s'arrêter. Pardon, on va rester sur cette hypothèse-là. Il y a éventuellement un référendum qui se profile, Sébastien. Est-ce que vous imaginez... C'est à moi la question. Oui, attendez. Okay. Est-ce que vous imaginez vivre plusieurs mois, éventuellement 9 mois de campagne en France pour aller récolter ces signatures et 9 mois de campagne et de débat comme on les a vécus ces 3 derniers mois? Dans quel état on en sort? Je pense que Jackie a dit, ce ne serait pas forcément des manifestations. Dans ces cas-là, ce sera sous une autre forme. Donc je pense que les choses mais ça veut dire qu'il va falloir les convaincre. Il va falloir aller chercher les signatures. Bien sûr. Il y aura des débats à la télé, un peu partout. Mais par rapport à votre question de tout à l'heure, par contre, qui était intéressante sur ce qu'on ressent, est-ce qu'il y a une colère ou pas. Moi, je sens surtout des gens très déprimés et perdus. Moi, c'est surtout ça que je vois au-delà du moment de ces manifestations. On sent des gens, on ne sait plus trop où on va, on ne sait pas comment on y va. Et c'est pour ça que j'ai posé la question à M. Ruffin tout à l'heure de quelle utopie, lui ou d'autres, c'était parce que lui était là. C'est-à-dire qu'on n'a toujours qu'un projet comptable. Voilà, c'est ça qu'on nous oppose. Donc effectivement, on peut discuter de comment on finance et tout. Mais quelle est la place du travail dans notre société, par exemple? Bien sûr. Comment, après, on parlera de la retraite, après, on parlera de la formation, après, mais c'est tout ça qui est vraiment intéressant. Or, à chaque fois, on essaie juste de faire un focus sur un point, on cristallise des tensions et on cherche par une règle comptable à régler le problème. Je trouve ça curieux pour un pays comme le nôtre et qui a été tellement plus inventif. Je trouve ça un peu triste. Donc on sent vraiment les gens perdus. On leur explique qu'il va falloir qu'ils roulent en voiture électrique, mais en même temps on leur dit de couper leur box Wi-Fi, quoi. Parce que sinon on va pas passer l'hiver. Enfin, vous voyez, toutes ces incohérences, à un moment, ça crée une angoisse. Et je pense que la réforme des retraites et le 49.3 derrière, ça tout fait exploser, quoi. Bon, vous avez pu débattre ce soir. Vous restez évidemment avec nous. On va changer de plateau dans un instant. On a un certain nombre d'invités qui vont arriver, que vous allez pouvoir continuer à interpeller, évidemment, en vue de ce moment qui nous attend tous demain avec cette décision du Conseil constitutionnel. Avant ça, avant de voir ce qui nous attend précisément demain, voir aussi si la décision est déjà prise. La décision du Conseil est déjà prise. On verra, on posera la question dans une seconde. On va revoir un certain nombre d'images de ces 3 mois que nous venons de vivre, ces 3 mois de tension, de débat, de manifestation. Cette compilation est juste après des invités, nos nouveaux invités en plateau. BFM TV, il est 6h. Merci d'être avec nous. Journée spéciale, donc. Quel sera le niveau de mobilisation contre la réforme des retraites? Macron, tu nous as donné rendez-vous. On te prouve qu'aujourd'hui, on est dans la rue. Le gouvernement n'aurait pas intérêt à traiter avec mépris ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Les éboueurs ne passent pas, ça fait 48 heures qu'ils passent pas. On est vraiment des corps de métier où on va payer très cher cette réforme si elle passe. Il y a une très forte colère qui s'amplifie de jour en jour. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Pour nous, là, le 49.3, surtout dans le contexte, c'est une déclaration de guerre que fait Emmanuel Macron au mouvement social. On a le sentiment d'avoir été méprisé. Les syndicalistes sortent. Ça a duré moins d'1 heure. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus. On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange. La décision du Conseil constitutionnel est très attendue à l'Élysée vendredi. À 22h36, mais qu'est-ce qui nous attend demain ? 17h40, décision du Conseil constitutionnel. On va en parler tous ensemble autour de cette table. Je salue nos invités ce soir. Anne Levade, bonsoir, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université Paris 1. C'est vous qui nous direz dans un instant si la décision est déjà prise. On verra ça. Bruno Jeudi est là. Marie Lebec, bonsoir. Merci d'être là, député Renaissance. Gaëtan Mélin est là avec nous, la chef du service économie et social de BFM TV. Bonsoir Gaëtan, bonsoir Dominique Rizet. J'en viens à vous dans une seconde. Dominique, consultant en police-justice de BFM. Et bonsoir Céline Verzelletti. Merci d'être là. Secrétaire confédérale de la CGT. Aurélie est toujours là avec les Français puisque vous allez pouvoir être interpellés par les Français ce soir et répondre à leurs questions. Évidemment, c'est le principe de cette émission. Avant ce moment décisif, demain, juste une chose, Dominique Rizet. À quel point est-ce que les services de renseignement, les services de police craignent ce qui peut se passer demain à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel? Je crois qu'il faut rappeler, Maxime, que depuis le début, le renseignement territorial est sur ce dossier. Et depuis le début, le renseignement territorial fait, à la veille, l'avant-veille de chaque manifestation, un point précis, région par région, puisque le principe du renseignement territorial, eh bien, c'est le maillage. Et effectivement, je veux dire que les services de renseignement sont inquiets sur la journée de demain, parce qu'on a l'impression que quelle que soit l'issue, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, oui, non, oui en partie, non en partie, il y a une colère, et on l'a entendu avec vos invités ce soir ici, toutes les personnes qui sont en plateau avec nous, on sent qu'il y a une colère qui va bien au-delà simplement de la décision du Conseil constitutionnel demain. Et si c'est retoqué, on peut se dire que la pression va baisser sans doute d'un cran quand même du côté des manifestants. C'est ce que disait ce monsieur en blanc qui était ici tout à l'heure. Jackie qui est derrière vous. Jackie qui disait tout à l'heure, on ira tous boire des coups. Oui. On aimerait bien, parce que moi aussi j'aimerais bien pas passer ma soirée demain jusqu'à minuit à parler de violence, de gaz lacrymogène et de cailloux sur les policiers et de manifestants déçus. Vous voyez, bien évidemment, on est tous dans la même configuration, mais pour redevenir sérieux, le renseignement pense que ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Anne Levade, je ne vais pas vous demander ce que va décider le Conseil constitutionnel, mais vous qui connaissez ça par cœur, est-ce que ce soir, la décision est déjà prise ? Alors, la décision n'est sans doute pas définitivement rédigée, aucune des deux d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux décisions, une sur la réforme des retraites et l'autre sur le référendum d'initiative partagée. Et en réalité, la partie, j'allais dire, la plus importante de la délibération, une fois déterminée l'orientation générale, c'est vraiment la manière de motiver, c'est le terme juridique exact, c'est-à-dire d'argumenter la démonstration. Pourquoi est-ce qu'on prend cette décision ? Qui conduit à la solution pour ou contre le référendum ou de censure ou de non-censure de la loi sur la réforme des retraites. Donc, le délibéré, qui est la partie qui se déroule en collège sur la base d'une première version du texte. La première version du texte est sans doute rédigée, mais c'est vraiment la délibération qui va permettre de finaliser la rédaction. Encore une fois, vous qui connaissez ça par cœur, vous avez déjà vu une telle attente qu'on se retrouve sur un plateau de télé la veille à faire 3 heures d'émission en direct en attendant la décision du Conseil constitutionnel? Alors, vous avez envie que je vous dise non, parce que évidemment, je comprends bien que la soirée est exceptionnelle, mais il y a quand même quelques textes à l'égard desquels la décision du Conseil a été très attendue. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975, c'est d'ailleurs une époque où le Conseil constitutionnel reçoit des menaces de mort à l'égard de ses membres.
Dans un autre registre, en 2013, la loi Taubira sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, c'est aussi une loi à l'égard de laquelle il y a quand même un certain nombre de tensions. Mais pardon, les exemples que vous donnez là montrent précisément et donnent le là précisément de l'endroit où on se trouve ce soir, à quel point le moment est décisif ce soir. J'ai pas fini, je donne un dernier exemple. Allez-y. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le Conseil constitutionnel, en 1982, déclare contraire à la Constitution dans son intégralité la première loi sur les nationalisations. Il y avait forcément une attente d'une partie de l'échiquier politique hostile à la politique de nationalisation. Évidemment, une réaction pas très enthousiaste de la part du gouvernement. Et puis, un mois plus tard, il y a eu un autre texte. Et preuve que le Conseil n'est pas politique, 4 ans plus tard, il se prononçait sur les privatisations, sans donner son avis sur l'une ou l'autre de ces mesures, mais chaque fois sur les raisons juridiques pour lesquelles ça ne pouvait pas passer en l'état. Encore une fois, on verra quelles sont les questions des Français ce soir pour vous toutes et tous. Mais simplement, même question pour vous, Céline Verzelletti, et pour vous, Marie Lebec. Est-ce que vous tremblez ce soir, Marie Lebec, à l'idée d'avoir une loi demain retoquée et d'un camouflet assez terrible pour votre majorité ? Non, on ne tremble pas puisqu'on respecte le processus démocratique qui a été initié. La Première ministre a saisi le Conseil constitutionnel. Les partis d'opposition l'ont également fait puisqu'ils en ont le droit. Et donc, nous souhaitons aussi, dans le cas où le texte serait validé, notamment dans son ensemble, renforcer encore davantage la légitimité de ce texte. Je crois que c'était aussi important, eu égard à nos compatriotes, de pouvoir aller jusqu'au bout du processus démocratique auquel un texte... Vous allez nous parler du chemin démocratique d'Emmanuel Macron. Non, mais ça fait en tout cas partie, effectivement, puisque certains partis politiques estiment qu'il est bon de remettre en question la légitimité du processus par lequel nous sommes passés, de rappeler que tous les éléments et tous les outils que nous avons utilisés sont absolument légaux, tout comme la France insoumise, lorsqu'elle fait de l'obstruction, ça nous agace, ça nous énerve, ça ne nous permet pas d'aller au bout du texte, mais c'est leur droit et leur légitimité d'amender. Céline Verzelletti, ça c'est pour vous, tout est légal. Et ensuite, Stéphanie qui veut réagir, je vous préviens. Alors, qui gagne la parole à Stéphanie après. Stéphanie, parce que j'ai vu que quand Marie Lebec s'est exprimée, vous avez tout de suite. Je ne sais pas si je bouge, si je vous marche dessus. Bon, je vais me rapprocher quand même, c'est mieux, c'est plus sympa. Allez. Merci. Oui, bonjour madame. Bonjour. J'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais savoir comment vous définissez la démocratie en fait. Parce que pour moi, la légalité institutionnelle n'est pas synonyme de légitimité démocratique. Vous voyez ? Donc le peuple, il existe, il est là. À 90%, il est opposé à cette réforme. Donc quand même, la démocratie, c'est aussi le vivre ensemble et c'est aussi le respect du peuple. Absolument, mais on est dans une logique... Pardon, Allez-y, bien sûr. On est dans une logique de démocratie représentative. On a un cadre et des institutions et on a le droit de les contester. Et c'est ce que fait d'ailleurs la France Insoumise qui appelle à la mise en place d'une... Je ne conteste absolument pas. Non, mais pardon. Mais c'est ce que fait la France Insoumise et qui appelle à la mise en œuvre d'une 6e République. Mais dans la mesure où nous avons un cadre légal qui définit les règles dans lesquelles nous devons vivre. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale... Le fait que vous votez d'abord pour le président de la République, puis pour les représentants que vous souhaitez voir à l'Assemblée nationale, tout ça, ce sont des règles. Et nous ne sommes jamais sortis des règles. Et j'entends ce que vous dites sur... il y a le peuple aussi qui s'exprime et qui est légitime à le faire. Et ça fait partie aussi de notre débat démocratique. Mais pour revenir sur votre question, je ne sais pas s'il faut définir ce qu'est la démocratie plutôt que de dire... nous ne sommes pas cachés de vouloir porter cette réforme. Et donc... Certains ont voté pour nous, certains ont voté pour nous parce qu'ils ne souhaitaient pas voir d'autres partis accéder au pouvoir, on pourrait dire par défaut. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, nous avons constitué une majorité relative et nos oppositions ne sont pas capables de constituer une majorité alternative et de porter et de défendre un autre projet. Donc à ce titre, nous avons une légitimité à défendre le projet pour lequel nous avons candidaté. Ce projet de retraite pour lequel vous avez été élu, il s'est avéré quand même pendant ces 3 mois de mobilisation, des mensonges ont été débusqués, des manipulations ont été débusquées aussi, les 1 200 €, le plancher de 1 200 €, etc., etc. Donc cette réforme qui pouvait, avec une campagne présidentielle quand même très très minimale de la part du président de la République, ça pouvait passer, on pouvait dire bon bah ok, réforme des retraites. Et voilà, et ces 3 mois de mobilisation ont bien réussi à prouver que votre truc ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas, la seule chose, c'est faire travailler 2 ans de plus
tous les gens, tout le monde. Et je tiens quand même encore à répéter que votre gouvernement, votre majorité, a supprimé 6 critères de pénibilité en début de mandat. Donc c'est quoi ce truc? On commence par supprimer les critères de pénibilité, puis on annonce une réforme des retraites en nous disant, pour nous consoler, vous inquiétez pas, on va prendre en compte la pénibilité. Mais vous vous moquez, vous vous moquez de qui? Mais je ne veux pas priver visiblement du peuple de la parole, mais d'un mot, c'est l'intérêt aussi du débat démocratique, madame, c'est de dire que on a un texte, il est présenté, il part d'une idée et il est enrichi aussi par le débat parlementaire. Si on considère que le Parlement ne sert à rien, que le débat ne doit pas servir à enrichir le texte, c'est regrettable et c'est dommage. Mais il y avait un projet initial qui était présenté, qui vise à corriger un certain nombre d'inégalités. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je m'étonne toujours quand je constate que certains, aujourd'hui, s'astreignent à défendre le système comme s'il était merveilleux. Mais le système dans lequel on est aujourd'hui, madame, il est extrêmement inégalitaire pour les femmes. Il ne prend pas en compte les carrières hachées. Il ne prend pas en compte l'évolution des carrières professionnelles, puisqu'elles ont énormément évolué depuis la date où notre système de retraite a été bâti. Donc, nous avons proposé... Mais vous voulez quand même faire travailler les gens 2 ans de plus. Oui, mais, je vous conseille d'aller voir à l'incinérateur. Je parle beaucoup de l'incinérateur, pardonnez-moi. Mais allez voir. Allez 35 mètres sous le sol. Allez respirer les poussières tous les jours de l'année. Et vous verrez si à 57 ans, vous êtes encore dans la forme que vous affichez aujourd'hui. Il y a cette interpellation, effectivement, mais je dois donner la parole aussi à Céline Verzelletti. Il se trouve que vous êtes du même syndicat, précisément, la CGT dans les 2 cas, puisque Stéphanie nous disait tout à l'heure qu'elle était affiliée à la CGT. Quand Marie Lebec vous dit, mais vous ne pouvez pas défendre ce qui se fait aujourd'hui, le système tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est encore plus inégalitaire que ce qui pourrait se faire demain. Non, mais alors, en fait, après, il y a eu plusieurs justifications, d'ailleurs, de cette réforme, de cette très mauvaise réforme. Hein, je partage ce qui a été dit précédemment. Un coup, on nous a dit qu'il fallait pouvoir dégager du crédit pour financer autre chose. Un coup, on nous a dit qu'il fallait le financer parce que c'était un système qui était en péril. Donc, ce n'était pas le fait que le système était inégalitaire ou quoi que ce soit. Bon, il y a eu différentes choses qui ont été dites et en effet, beaucoup de contre-vérités. Bon, ce qui est clair, et le corps l'avait signalé aussi, c'est que aujourd'hui, là, il n'y avait pas urgence à réformer de toute manière sur les retraites. Les chiffres le disent, 2021 et 2022, le système des retraites a même été excédentaire. Ça, personne ne peut aller contre les faits et contre ces chiffres-là. Ensuite, il y a eu en effet des projections qui disent certaines choses, mais ces projections étaient finalement très axées politiquement et qui disent des choses que nous contestons. C'est-à-dire que c'est sûr que quand vous faites des projections sans prévoir il pourrait y avoir des augmentations de salaire, par exemple, des agents de la fonction publique, c'est un problème. Des projections qui disent que le taux d'emploi des femmes ne sera pas plus élevé dans quelques années, c'est un problème. Ça veut dire que c'est des projections qui se font sur une politique qui n'est pas une politique de progrès social, mais une politique d'austérité. Donc là, on a en effet des divergences avec ce que nous dit le gouvernement. Le gouvernement, il part sur des projections faussées pour nous, en tout cas qui partent d'une politique austéritaire et que nous contestons. Et c'est pour ça que nous avions en effet des propositions précises. On n'a jamais été entendu par le gouvernement. Donc quand vous dites que vous avez respecté des règles, je ne sais pas lesquelles, et puis vous êtes très sûr de vous, parce que demain, il y a quand même l'avis du Conseil constitutionnel qui peut peut-être dire aussi qu'il y a des choses anticonstitutionnelles ou qu'il y a eu, par exemple, détournement de la procédure. On ne le sait pas, moi j'attends de voir, donc vous êtes bien sûr de ce que vous dites. Et de toute manière, cette réforme, elle n'a aucune légitimité, ni sociale, ni politique, et il ne manquerait plus qu'elle soit en partie anticonstitutionnelle. Ça serait le pompon. Mais quoi qu'il en soit, nous, qu'elle soit constitutionnelle, on verra bien. Mais pour nous, elle restera une loi injuste, injustifiée et qui vraiment est très impopulaire, et vous le savez. Et à un moment donné, la responsabilité d'un gouvernement et du président de la République, c'est en effet d'entendre une grande partie de la population, l'ensemble aussi des organisations syndicales, et de prendre ses responsabilités, parce que c'est peut-être pas simple, en effet, il s'est beaucoup engagé, Emmanuel Macron, mais il faut qu'il sache prendre ses responsabilités et entendre ce qui se passe. Vous allez pouvoir répondre. Vous êtes là pour représenter la majorité, Marie Lebec. À chaque fois, on se tourne vers vous après. On va prendre, on va dire, un paquet de questions. Gaëtane, dans une seconde, mais d'abord, Aurélie Casse lève le micro. Oui, parce qu'il y a aussi des questions sur le dialogue entre syndicats, justement, et l'exécutif. C'est Mathis qui veut poser une question à Céline Verzelletti, c'est ça? Non.
Oui, alors déjà, j'aimerais dire que je pense qu'on a eu beaucoup à s'exprimer aujourd'hui, mais je ne sais pas si. Moi, j'emploierais le terme de français pour me qualifier en premier avec le nom de l'émission, mais plutôt en tant que jeune mobilisé. Il y a énormément de travailleurs aussi qui sont mobilisés ou de jeunes qui ne sont pas forcément français, qui sont étrangers, qui sont immigrés et qui subissent d'ailleurs une forte répression en ce moment de la part de l'État, notamment avec la loi Darmanin là, qui est en train de sortir et derrière qu'ils ont été obligés de reculer avec la force du mouvement contre la réforme des retraites. Non, moi, ce que j'aimerais un petit peu discuter, c'est le gouvernement, il a essayé d'appeler de manière pas très crédible en fait les syndicats à discuter la semaine dernière. Ça a pris 55 minutes pour se rendre compte qu'il n'y avait rien à discuter. En même temps, bon, il veut pas revenir sur l'âge des 64 ans, donc c'est bien normal de partir. Là, il annonce qu'il veut à nouveau discuter après. Emmanuel Macron veut rencontrer les syndicats. Voilà, il veut à nouveau rencontrer les syndicats après le verdict du Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai que moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on peut bien avoir à discuter avec Macron dans le cas, enfin, quoi que raconte le Conseil constitutionnel, on est contre, je pense, cette réforme. Nous, au niveau des étudiants, on va se réunir ce week-end en coordination nationale étudiante, quel que soit le résultat, pour discuter de la suite. Et nous, c'est simple, nous, on ne va pas vouloir négocier. Et je pense qu'il y a énormément d'autres syndicats qui n'auront pas envie de négocier. D'ailleurs, négocier quoi ? Bon, Laurent Berger, il veut négocier des trucs, par exemple, mais pour aller où ? Pour avoir des ristournes, peut-être, mais je pense qu'on est beaucoup à vouloir aller beaucoup plus loin que ça. Vous posez la question effectivement de cette rencontre éventuelle entre Emmanuel Macron et les syndicats. On a eu des syndicats, Gaëtan Mélin, aujourd'hui, qui ont répondu de manière assez fraîche. On va juste voir, ça tient en un mot, la réponse de Madame Binet, la patronne, entre guillemets, de votre syndicat à la CGT. Regardez, ça tient en un mot quand on lui parle de cette rencontre avec Emmanuel Macron. Voilà, ça apparaît sur votre écran. LOL, Gaëtan Mélin. Oui, et elle ajoute aussi une chose très importante, c'est que ça dépendra de l'objet de la rencontre. Sophie Binet explique que si effectivement le président de la République veut les recevoir pour parler de la non-promulgation de cette réforme ou bien encore de sa non-application, eh bien oui, elle se rendra à cette réunion, mais si c'est pour parler des sujets annexes, elle n'ira pas. Ce n'est pas du tout un point de vue qui est partagé par tous les autres syndicats, puisque la CFDT a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne pratiquait pas la politique de la chaise vide, que de toute façon la CFDT se rendrait à cette réunion comme d'autres organisations syndicales, mais qu'il fallait laisser du temps. Il fallait du temps pour digérer. Un délai de décence, a dit Laurent Berger. Exactement, tout à fait, pour digérer en fait tout ce qui vient de se passer. Cyril Chabagnier de la CFTC a dit sur notre plateau tout à l'heure que pour lui, eh bien, il n'était pas envisageable de rencontrer le président de la République avant le 1er mai. On sait d'ores et déjà que le 1er mai, ce sera l'occasion pour l'intersyndicale de réunir encore une fois tous les Français dans la rue. Ce qui voudrait dire que si les syndicats ne le rencontraient pas avant le 1er mai, il y aurait promulgation. Il y aurait promulgation, puisqu'au plus tard, ce serait le 29 avril. Et oui, il faut dire ça, pardon Bruno, pour faire de la pédagogie ce soir. Oui, absolument. Ça peut aller très vite à partir de demain. Alors, il a 15 jours pour promulguer le texte de la réforme, à partir du moment où il est validé en totalité ou partiellement. Et ensuite, derrière, il y a des décrets d'application qui peuvent prendre plusieurs semaines jusqu'à pour une mise en œuvre prévue autour du 1er septembre. Mais ce qui est important, c'est, Gaëtan vient de rappeler ce qu'ont dit les syndicats, sans doute que ça va percuter un petit peu ce que Emmanuel Macron veut faire, parce qu'Emmanuel Macron va être obligé de prendre une initiative. Là, il est un petit peu comme tout le monde, il attend. On se demandera tout à l'heure comment il peut sortir de l'ornière. Et les syndicats, en ne voulant pas le rencontrer immédiatement, alors que lui, sans doute, voulait-il les voir dès la semaine prochaine, ça va sans doute bouleverser un peu ce qu'il prépare après la décision du Conseil constitutionnel. On va voir ça. Anne Levade, il y a une chose qu'on a entendue ce soir du côté des opposants à la réforme, qui était de dire, en fait, cette réforme, elle a été vendue de manière pas très claire, avec un certain nombre de mensonges, le mot a été prononcé tout à l'heure, ou de choses qui n'étaient pas très honnêtement présentées sur les 1 200 €, etc. Est-ce que, vous allez pouvoir évidemment répondre Marie Lebec, mais est-ce que, le Conseil constitutionnel, demain, va prendre en compte aussi cela, le fait qu'il y ait pu y avoir, dans la présentation de cette réforme, des choses qui n'ont pas été très claires, ou des choses qui ont changé, qui ont été présentées de manière imprécise, comme le nombre de personnes qui allaient pouvoir bénéficier des 1 200 € par exemple. Est-ce que tout ça, ça peut entrer en ligne de compte ? Alors, ces critiques que vous évoquez, elles sont souvent rattachées dans la présentation des saisines qui ont été déposées à l'exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Je ne sais pas ce que dira le Conseil demain. En revanche, je peux dire ce qu'il a dit auparavant de cet objectif et de ce principe de clarté et de sincérité. D'abord, c'est un principe que le Conseil constitutionnel a consacré en 2005, donc relativement récemment à l'aune de sa jurisprudence. Et à ce jour, c'est un principe sur la base duquel il n'a jamais censuré un texte, parce qu'en réalité, le souci qu'a le Conseil constitutionnel lorsqu'il examine ce principe de clarté et de sincérité, c'est essentiellement que les règlements des assemblées, c'est-à-dire les textes qui organisent le fonctionnement interne des assemblées et donc aussi le débat parlementaire, veillent bien au respect de cette exigence. Pourquoi je rappelle ça ? Parce que ça explique la conception que le Conseil a en droit de la clarté et de la sincérité. En droit, la clarté et la sincérité, c'est de garantir que les étapes du débat au sein du Parlement soient respectées. C'est-à-dire que l'opposition puisse prendre la parole, que le droit d'amendement soit respecté, qu'il puisse y avoir mise en œuvre de certaines procédures de conciliation. En revanche, le Conseil constitutionnel n'a jusqu'à maintenant jamais, et je serais surprise qu'il le fasse demain ou à l'avenir, pris position sur la qualité substantielle des débats, c'est-à-dire sur les arguments de fond et politiques qui sont échangés entre le gouvernement et les parlementaires. Quand on vous dit, Marie Lebec, que depuis 3 mois, vous n'avez pas été claire. Mais, pardon, mais c'est une critique facile et à la limite que les oppositions s'en emparent, ça fait partie du jeu, mais... Vous savez, quand on va dans nos circonscriptions, ou j'imagine quand vous débattez avec vos militants, vous vous rendez bien compte que pour la plupart de nos concitoyens, et c'est normal, le fonctionnement de notre système de retraite, il n'est pas très clair, il est extrêmement complexe. Pourquoi ? Pas parce que les gens s'y intéressent pas, mais parce que généralement, ils font leur carrière et quand ils arrivent proches de la retraite, ils commencent à se pencher sur la question de quel sera le revenu de remplacement quand ils ne seront plus des actifs. Et donc, effectivement... ça interroge beaucoup sur comment on fonctionne. Quand on commence à parler du débat sur les retraites, je crois qu'il y a légitimement, ça suscite et ça soulève beaucoup d'inquiétudes parce qu'on parle de l'avenir de nos concitoyens et que tout le monde regarde sa situation personnelle par rapport à un cadre qui est général. Et donc, on a toujours l'impression d'être un peu plus gagnant, un peu plus perdant. On a toujours l'impression que ça ne correspond pas exactement à notre carrière. Mais Là, c'est une normal. majorité de Français vous disent on va être perdant. Oui, mais pardon, c'est encore une fois, je veux dire, c'est un texte qui est extrêmement complexe et qui dont les effets se mesurent et se regardent à l'aune de l'intégralité de votre carrière. Donc, comment à 35 ans... Pardon, attendez, je ne vous ai pas interrompu. Comment à 35 ans ou à 25 ans ou à 40 ans, vous pouvez dire... je serai perdant sur ce que va être sur ma retraite. Votre carrière, elle n'est pas encore finie. Ensuite, on a un souci de clarté, de clarification, mais encore une fois, c'est une réforme qui est extrêmement dense, la réforme des retraites, et sur lequel il est important quand on communique politiquement. Je ne vais pas vous apprendre ça à vous, la CGT, de mettre en valeur les points qui nous paraissent les plus importants. Et les points qui nous paraissaient les plus importants, c'était à la fois de corriger effectivement le déséquilibre du système, mais de pouvoir, sur un certain nombre de sujets, apporter un peu plus de justice et un peu plus de progrès. Mieux prendre en compte des sujets qui, aujourd'hui, dans le système qui existe, ne sont pas pris en compte. Non, bon, alors, enfin, je veux pas dire, mais franchement, là, par exemple, ce que vous venez de dire, c'est pas du tout clair. Ça, c'est... là, c'est parce que vous m'écoutez pas, Madame Borzelletti, je vous écoute très bien, j'essaye de comprendre ce que vous dites et je ne comprends pas. Parce que quand vous dites qu'à 30 ou 40 ans, on ne peut pas comprendre que, finalement, travailler 2 ans de plus pour avoir la même pension, c'est pas du progrès social, je pense que si les gens, même à 20 ans, même à 15 ou 17 ans, on comprend très bien ces choses-là. C'est pour ça que c'est un problème de la part du gouvernement. D'ailleurs, je pense que, et de certains parlementaires, vous prenez les gens pour des imbéciles, en fait. Si. Vous avez dit comment je vais finir parce que je vous ai pas, vous m'avez pas interrompu. On peut comprendre ce qu'est cette réforme. Cette réforme, elle n'est pas si complexe que ça. Vous l'avez dit, vous faites travailler les gens plus longtemps parce que vous pensez que c'est la seule solution pour, soi-disant, mieux financer donc ce système de retraite par répartition. Nous disons que ce n'est absolument pas une bonne idée parce que d'une part, ça ne dégagera pas de l'emploi pour la jeunesse et on sait aujourd'hui que c'est un problème aussi pour la jeunesse. La jeunesse, elle veut
travailler justement, elle ne veut pas être privée d'emploi. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, qu'il y avait bien d'autres solutions pour pouvoir partir même plus tôt, puisque nous, par exemple, on pense qu'on peut partir même à 60 ans, voire bien plus tôt pour ceux qui ont en effet exercé un métier particulièrement pénible, parce qu'il faut quand même le savoir aujourd'hui, vous le savez, je pense aussi, c'est que l'espérance de vie, elle n'est pas la même en fonction du métier que vous exercez. Donc ce n'est pas juste que tous et toutes devons pouvoir, vous essayez de nous imposer, en tout cas de travailler 2 ans de plus. Ça, c'est pas pris en compte. En effet, la pénibilité n'est pas prise en compte. Donc, qu'est-ce qui est compliqué dans votre réforme, finalement? On l'a tous bien compris, ce que vous voulez. C'est un petit peu toujours les mêmes qui payent, en fait. C'est, bien évidemment, ce sont les travailleurs et travailleuses, et surtout ceux qui gagnent le moins ou ceux qui sont en situation de précarité. Quand vous dites, par exemple, que ça serait mieux pour les femmes, c'est faux. Précisément, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les femmes qui ont les carrières les plus hachées, qui ont des difficultés à avoir des carrières complètes. Comment le fait qu'on les fasse travailler plus longtemps, ça pourrait privilégier leur carrière ou leur pension? Ça, ce n'est pas possible. Et on va entendre justement ceux qui sont dans le public ce soir, Aurélie. Oui, cet échange fait beaucoup réagir. On va commencer avec Sébastien. Vous vouliez réagir sur quel moment précis de la conversation? C'est intéressant, le dialogue que vous avez entre CGT et majorité relative. En fait, la vraie question, c'est, je me posais une question toute bête. Effectivement, on a un problème d'emploi des seniors, de taux d'emploi des seniors. Donc effectivement, à partir du moment où on allonge, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas le problème. Comment on fait pour régler ce problème-là? Et je vous en supplie, faites-moi une réponse que j'ai vraiment envie d'écouter, parce que quand c'est trop formaté, c'est... Voilà, merci beaucoup. Non, parce que sinon on est en élément de langage et ça manque un peu de spontanéité, avec tout mon respect, bien entendu, respectueusement. Non, mais c'est... d'une, c'est un vrai sujet, et je vais vous dire, je me sens d'autant plus concernée puisque je ne suis pas encore tout à fait dans la catégorie senior, comme vous pouvez le constater. En revanche, ma circonscription est une circonscription en périphérie de Paris, où généralement vous venez habiter là quand vous avez commencé à construire votre famille, etc. Donc, ce que vous êtes élu dans les Yvelines. Exactement, je suis élu dans les Yvelines. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai une part plus importante de travailleurs seniors plutôt que de travailleurs jeunes qui se rapprochent plutôt du centre de Paris, etc. Et je le vois bien, cette question de l'emploi senior, et beaucoup me disent... j'ai fait toute ma carrière et à partir de 45 ans ou 50 ans, on a commencé à me faire comprendre que je coûtais un peu cher parfois à l'entreprise, j'étais un peu moins efficace, je commençais à avoir des troubles musculo-squelettiques en fonction du métier que vous pouvez avoir. La question de Sébastien, c'est comment vous faites après? Non, mais je sais, et c'est un vrai sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me sens particulièrement concernée par cette question. Il y a à la fois le fait de dire effectivement l'allongement du temps de l'âge de départ à la retraite permettra pour un certain nombre de nos seniors de travailler plus longtemps, mais il y a aussi, et je vous le dis avec sincérité, je crois qu'il y a une part très importante de qu'est-ce que vont faire les entreprises pour garder leurs seniors au sein des effectifs. Vous savez, moi j'ai fait avant, au précédent mandat, ce petit travail un peu d'aller sonder les entreprises, de dire qu'est-ce que vous faites des travailleurs qui ont autour de 50 ans. Je vous jure, elles n'ont pas d'idée. Et moi, je suis je viens plutôt du centre droit. Je crois beaucoup à une politique un peu pro-business qui vient soutenir les entreprises pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour partager de la valeur, etc. Et je trouve que sur cette question, elle manque cruellement de créativité. Il faut que nous, on crée le cadre. Donc c'est aux entreprises d'être créatives pour garder leurs seniors. Et vous dites, pour l'instant, je fais rien. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est nous, en tant que responsables politiques, on doit créer le cadre qui permet, qui incite, qui facilite le maintien des seniors dans l'emploi. Donc le cadre qui incite, par exemple, c'est la création de l'index senior. C'est effectivement de soutenir l'adaptation du travail quand vous avez un métier pénible, la prévention aussi. Ça, c'est des mesures qu'on peut prendre en tant que Marie politique. Lebec, il y a quelqu'un qui est directement concerné. Le père de Jérémy va se retrouver sans emploi. Il est senior et ça va être très difficile pour lui. Enfin, je vais laisser Jérémy l'expliquer mieux que moi. Exactement. Alors, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais pour recentrer le débat, en fait, nous, on est artisans boulangers. Et au vu de toutes les hausses tarifaires de matières premières et la crise de l'énergie, notre boulangerie va fermer à la fin du mois. Et donc, mon père, qui a 59 ans, qui devait partir à la retraite en fin d'année, va devoir finalement, retrouver un emploi en tant que salarié. Et je vous avoue qu'à 59 ans, on est beaucoup moins sexy qu'à 30 ans. D'autant plus qu'on est sur une pénibilité au travail, parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, quand on est boulanger, on ne commence pas forcément à 9h. Donc comment lui, demain, va pouvoir se vendre sur le marché du travail?
Vous allez pouvoir répondre, Marie Lebec, mais Gaëtan voulait ajouter quelque chose. Juste une petite précision. Si votre papa a 59 ans et qu'il a commencé à travailler à 14 ans, il s'inscrit dans le dispositif carrière longue de la nouvelle réforme qui prévoit que quand on a commencé à travailler avant 16 ans, eh bien, l'âge de départ à la retraite est à 58 ans. Ce qui veut dire que votre papa, eh bien, si la réforme est appliquée au 1er septembre prochain, pourra partir à la retraite puisqu'il a, vous dites, 59 ans. Alors, c'est pas forcément le son de cloche que j'ai eu actuellement. C'est la réforme des retraites. Je suis juste... pardonnez-moi. J'expliquais juste que voilà, c'est le dispositif de la nouvelle réforme des retraites qui, effectivement, n'est pas appliquée pour le moment puisqu'elle n'a pas encore été validée par le Conseil constitutionnel. Mais attendez, Jérémy, quand vous entendez Gaëtan dire ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre père. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais moi, j'attends de voir, parce que quand on appelle, etc., c'est pas forcément le son de cloche qu'on a. Nous, le son de cloche qu'on a actuellement, c'est que malheureusement, il ne pourra pas partir en décembre 2023, mais plutôt 2-3 ans plus tard. Non, c'est pas possible. Juste quand même une question, parce que Marie Lebec parlait à l'instant des dispositifs prévus dans la loi, en tous les cas dans la loi qui demain sera soumise au Conseil constitutionnel. Si l'index senior qui est prévu dans la loi est retoqué demain par le Conseil constitutionnel, c'est une des possibilités. Qu'est-ce que vous faites pour aider les seniors? Parce que là, du coup, ce qui serait à peu près pas contesté dans la loi se retrouverait demain retoqué, ce qui serait quand même assez paradoxal d'une loi rejetée par tous les Français, sauf peut-être quelques aspects qui, eux, pourraient disparaître. Alors, c'est pour ça... Tout ça, je crois que c'est vous, monsieur, Jérémy. Jérémy, pardon, non, votre voisin, pardon, qui évoquait le fait de dire on va pas se parler parce qu'on n'est pas d'accord avec cette réforme, etc. Bon, je crois que le dialogue, il est toujours utile. Très clairement, on a un point de vue très différent sur la réforme des retraites avec la CGT. On va pas se mentir. On a deux programmes et deux visions de ce que doit être, ce qui doit permettre de préserver notre modèle par répartition qui sont extrêmement différents. Au-delà de ce point de différence, on a besoin des partenaires sociaux pour continuer à avancer sur un certain nombre d'autres sujets, et notamment en complément de cette réforme des retraites qui vient soutenir notre système par répartition. Il y a aussi la volonté de Olivier Dussopt et du président de la République de porter une loi sur la notion de travail. On sait que le Covid a fait beaucoup évoluer. Donc le travail des seniors pourrait se retrouver là-dedans éventuellement. Alors moi je ne veux pas préjuger de ce que sera cette loi travail. J'imagine que en tout cas ça doit faire partie des points qui doivent nous interroger. Tout comme la question de faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Comment est-ce qu'on garde nos seniors dans le marché du travail? Comment est-ce qu'on aménage aussi le temps de travail? Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand vous discutez avec des seniors, beaucoup ont encore envie de travailler parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils ont envie de le transmettre, parce qu'ils ont envie, c'est peut-être le cas quand on est boulanger d'ailleurs, mais ils n'ont pas envie de travailler de la même façon. Peut-être que votre père, en tant que boulanger, il n'a plus envie d'être boulanger en se levant à 3h du matin, mais il a peut-être plus envie de basculer vers la transmission de son savoir, ce qu'il a certainement fait déjà dans sa carrière, mais il a peut-être envie de travailler différemment. Et donc je pense que tout ça doit être aussi, alors je ne sais pas si Mme Berzelletti sera d'accord avec moi, mais tout ça doit faire aussi l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. C'est pas parce qu'on a un point de désaccord sur la réforme des retraites qui est fort, et je ne crois pas qu'on convergera à la fin, qu'on doit considérer que les 4 années qui restent de mandat ne doivent pas être l'objet de discussions sur d'autres sujets qui concernent les partenaires sociaux et qui doivent nous permettre de faire évoluer, par exemple, notre système. Madame Berzelletti, vous allez devoir discuter avec le gouvernement d'autre chose que les retraites. Alors, comment dire, déjà, la séquence qui vient de se passer, alors on comprend bien que toujours pareil, le gouvernement et Emmanuel Macron voudraient vite tourner la page parce que c'est pas une séquence qui est favorable au gouvernement. On le voit, il a perdu énormément de points, il a été encore plus discrédité de la manière dont ça a été mené. Vos arguments, on les comprend pas toujours. Il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été avancées. Donc ça... Sur le fait de parler d'autre chose, Mme Berzelletti. Oui, écoutez, juste pour dire que ça ne nous donne pas envie, parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu en effet quelques réunions de concertation. Le gouvernement, il avait une idée précise sur une réforme des retraites. Il a reçu les organisations syndicales. Il n'a pris aucunement compte de ce qu'a dit chacune des organisations syndicales. C'est pas que la CGT. Vraiment. Aucune prise en compte. Donc maintenant, on nous dit, eh bien, on va discuter d'autre chose. Alors, si ça doit se passer de la même manière, c'est-à-dire qu'on arrive avec des propositions, ça me parlait que nous, on ne lâchera pas sur le retrait, mais même si éventuellement on disait, allez, on ne lâche pas sur le retrait, mais
pourquoi pas, on est en forme, on est de bonne humeur, on va faire plaisir, on ne sait pas pourquoi, mais à Emmanuel Macron et au gouvernement, et on va discuter d'autres choses. Pardon, c'est pas que faire plaisir au gouvernement et à Emmanuel Macron, c'est aussi de parler de sujets qui concernent tout le monde. Oui, mais lui, il a envie de tourner la page, parce qu'il est ennuyé, là. L'inflation, les salaires, le travail, ça va concerner tout le monde. Nous, ça fait un moment qu'on dit que c'est l'urgence. Et nous, ce qu'on a dit depuis le départ, c'est que, justement, l'urgence, c'était de ne pas faire travailler plus longtemps les travailleurs et travailleurs. L'urgence, c'était déjà d'augmenter les salaires, les rémunérations. Parce que là, il y a une vraie urgence. Et là, pour le coup, quand il y a des urgences, le gouvernement, il n'est jamais prêt, justement, à proposer des mesures. C'est quand même étrange. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si on doit discuter, nous, on veut discuter. Ça fait un moment, on a demandé une rencontre à Emmanuel Macron. Mais s'il ne doit prendre rien en compte de ce que nous disons, à quoi sert-il que... À quoi va servir cette rencontre si ce n'est de permettre à Emmanuel Macron de tourner la page, justement. Si le gouvernement vous propose d'écrire la loi travail, vous dit voilà, les thèmes, la pénibilité, le travail des seniors, on vous donne la main, organisation salariale, organisation patronale, mettez-vous d'accord. Est-ce que vous accepterez? Non, mais ça serait quand même comme ça a été dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on nous parle de pénibilité, alors que justement, ce gouvernement, en effet, a supprimé des critères de pénibilité, 4, en effet, que cette réforme des retraites, elle ne permet pas justement de reconnaître la pénibilité. Elle supprime des régimes spéciaux qui permettaient de reconnaître... demain d'écrire cette nouvelle loi. Mais alors, dans ces cas-là, on retire ce projet de loi de réforme des retraites et on repart à l'endroit. C'est-à-dire qu'en effet, on parle de travail, on parle de l'emploi des seniors, on parle de pénibilité et après, on peut voir en effet quelle réforme des retraites on peut mettre en place. Il faut remettre les choses à l'endroit. Mais avant, Mme Berzelletti, on va voir du côté du public. Oui. Aurélie Casse. Il s'agit à côté de moi qui a une question sur les petites retraites. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question. Je voudrais que vous m'expliquiez comment se fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et à qui on donne 960 € comme retraite, et d'autres personnes qui ont commencé à l'âge de 15 ans et qui se retrouvent aujourd'hui encore à 79 ans, comme ce monsieur menuisier que j'ai vu sur CNews, qui a 79 ans, qui va vendre sa menuiserie parce qu'il a 800 € de retraite par mois, il a travaillé toute sa vie et il touche moins que quelqu'un qui n'a jamais cotisé. J'aimerais comprendre cette situation. Non mais en France, on a c'est très difficile de débattre sur des cas quand on n'a pas le cas précis et quand on n'a pas tous les éléments. Je parle du menuisier dont vous parlez, mais c'est à la fois le sens de dire on va revaloriser les retraites minimum en les passant à 1 200 €, en faisant progresser de 100 € les retraités actuels et futurs pour justement corriger ce sentiment que quand vous avez travaillé toute votre vie, votre retraite n'est pas à la hauteur finalement le travail que vous avez pu fournir. Et ensuite, il y a un système de solidarité dans notre pays qui fait que effectivement, si vous n'avez par exemple jamais travaillé, vous aurez quand même un minimum pour vivre. Mais je suis pas sûre que ça s'apparente à... Enfin, je ne crois pas que ça s'apparente à ce qu'on appelle une retraite à proprement parler. Bon, voilà pour cette réponse-là. Juste une chose, Dominique Rizet, on revient à ce qui nous attend demain, cette décision du Conseil constitutionnel. Oui. Il y a une décision qui a été prise aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, par la préfecture de police de Paris, qui est de dire, d'une certaine manière, on sanctuarise les environs du Conseil constitutionnel. Pas de manifestation possible. Comme ça se fait tout le temps. Hein. Comme ça se fait tout le temps. Toutes les manifestations, en principe, passent à l'écart de toutes les institutions, les grandes institutions. Souvenez-vous du début des Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes qui s'est approché à 300 mètres de l'Élysée. Donc c'est terminé. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Maintenant, on connaît ces grandes manifestations. Donc, jusqu'à samedi, pas de manifestation dans Paris, aux alentours du Conseil constitutionnel. Je voulais juste dire un petit mot sur les jeunes, parce que j'écoutais notre jeune ami qui parlait tout à l'heure, là, monsieur avec des lunettes. Et la mobilisation des jeunes, elle est très importante. Elle est très importante. Elle est observée par les services du renseignement, par l'État. Et la semaine, à la dernière manifestation, le 11e jour, je voudrais quand même vous dire qu'il y a 69 actions qui ont eu lieu dans des établissements scolaires et des universités en France. 3200 personnes. Il y a des blocages. Et en fait, on regarde les manifestations, mais il faudrait regarder aussi tous les blocages. Parce
que les manifestations sont des gens qui défilent. Il y en a dans toutes 10 000, 15 000 dans les villes de province. Mais les blocages, et ça c'est important, parce que... C'est quand même... Comment? Si, Bruno, non, mais ça fait quand même un peu de monde. Hein. Et les raffineries, les dépôts pétroliers, on en parlait la dernière fois, tous ces endroits où des gens se mobilisent pour bloquer. Ça veut dire que la colère, elle n'est pas simplement dans la rue sur ces images qu'on voit ici, elle est là où on empêche les camions poubelles de sortir, là où on empêche les camions citernes de sortir. Et 69 établissements, ça fait un peu de monde, Gaëtan, quand même, parce que ça veut dire que les jeunes sont concernés. Et je trouve que c'est intéressant de voir des jeunes qui ont 20 ans qui disent « Moi, je pense à mon avenir et je ne pense pas qu'à moi aussi, je pense aux autres. » On arrive au bout, Gaëtan. C'est des organisations syndicales, justement, de ne pas avoir réussi à agréger cette jeunesse, justement, parce qu'on l'a vu après l'utilisation du 49.3. Les jeunes sont venus en masse juste après l'utilisation du 49.3, mais à la manifestation suivante, eh bien, ils n'étaient plus là. Et Véronique Fèvre, qui est la spécialiste éducation de BFM TV, eh bien, vous le dira, malheureusement, les jeunes ne sont pas dans la rue aujourd'hui. Voilà, on voulait changer de plateau et Mathis s'énerve. Allez, je vous écoute. Moi, je dis non parce que moi, je suis dans... Ah, pardon. Je parle pour les jeunes. Je suis dans les manifs et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes. Bon, voilà. Jackie, c'est le porte-parole de la jeunesse. Ouais, Jackie, les jeunes dans sa tête. Oui, Mathis, on vous écoute. Non, mais des jeunes, Mathis, d'un mot, s'il vous plaît. 49.3, il y en a des dizaines de milliers dans la rue. Hier, à Paris, c'était 15 universités bloquées, des universités qu'on voit jamais en grève, comme Assas, comme Bobigny, Villetaneuse. Bon, il y a un vrai mouvement dans la jeunesse et qui dépasse la question des retraites. C'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter au Conseil constitutionnel, parce qu'il y a la question des bourses. Macron, il croit qu'il peut nous acheter avec 37 € de bourse. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que 37 € par mois, ça répond à la question de l'inflation ? Parce que nos parents, ils peuvent plus nous aider aujourd'hui. Parce que les salaires, on l'a dit tout à l'heure, ils diminuent en réalité, en valeur réelle. Et donc, il y a cette question-là. Il y a la question de la montée de l'extrême droite, de la violence policière, parce que ça, quand même, ça l'alimente un petit peu, l'autoritarisme. On aura l'occasion, je pense, d'en rediscuter. Moi, je suis pas d'accord et il y a surtout... violence policière. Ouais. Bah oui, je suis d'accord avec ce terme. On rouvre pas le débat maintenant. Et surtout, la violence policière existe. Il y a quand même la question de l'urgence climatique. Il y a énormément de problèmes qui sont posés vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de la sélection. On a les examens qui arrivent, ça ne va pas nous empêcher de nous mobiliser. On va continuer jusqu'au retrait, bien plus encore. Et il y a Brice qui veut vous répondre. On va concentrer l'émission ici. Non, mais parce qu'en fait, on doit changer les invités autour de vous, Maxime. Et je vois que Brice voulait justement répondre à Mathis. En fait, non, c'est juste pour faire rebondir sur ce que monsieur appelait les violences policières. C'est que le NPA, par exemple, comme vous disiez que vous étiez militant, n'a jamais condamné les violences dans les manifestations, ou pire encore à Sainte-Soline, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la violence, on peut aussi se demander de quel côté elle est. Et du côté de l'État. Attends, non, il faut prendre ses responsabilités aussi au bout d'un moment. Vous ne pouvez pas dire ça. Je vous laisse. Dominique. Merci, monsieur. Non, mais c'est vrai que dans les manifestations, il y a des manifestants, on le répète tout le temps, mais il faut le répéter encore, des manifestants légitimes qui manifestent vos syndicats sans problème. Il y a des forces de l'ordre qui sont aussi des travailleurs et dans lesquels les policiers, il y a aussi des manifestants syndiqués à l'UNSA, au SGP, à Alliance, dans tout un tas de syndicats comme ça. Et puis, il y a des types au milieu qui viennent tout démolir, tout casser. Mais c'est toujours les mêmes qui prennent. Ce sont des violences policières et ça vient jamais des autres. C'est quand même incroyable, quoi. Mathis. Ce serait bien de remettre un peu les plateaux à l'horizontale, quoi. Pour préciser, quand vous dites qu'il y aurait des bons manifestants, des mauvais... les policiers... Non, il y a eu un syndicaliste qui a été éborgné, quand même, il y a quelque temps. Voilà. Non, mais c'est un problème, parce que... Il y a des policiers de qui se sont mal tenus l'autre fois. Qui se tiennent régulièrement mal. Qui ont giflé un type dans la rue. J'étais le premier à dire, ces gens-là doivent être sanctionnés, punis. Oui, mais il y a un problème de maintien de l'ordre aussi. Je suis désolée, il y a un problème de maintien de l'ordre. Et ça, ça vient pas des forces de l'ordre qui font ce qu'ils veulent, parce qu'en effet, ils ont des ordres. Le ministère de l'Intérieur, les préfectures, bien évidemment. Le maintien de l'ordre, c'est pas les policiers qui le décident. Donc c'est une affaire politique et on l'a dit. Il me semble que la LDH a dénoncé des choses. La Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, pardon. Et ça lui a valu d'ailleurs une remarque très déplacée de M. Darmanin. Il y a aussi des instances internationales qui ont dénoncé des violences policières graves. Les Américains
les Américains. Écoutez, il y a des images qui tournent. Je suis désolée. Non. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus non plus. Oui, on est obligé d'avancer. On est obligé d'avancer et d'ouvrir la dernière partie de cette émission. Je vous remercie tous les 6 d'avoir été avec nous. On va voir la dernière partie et sous vos yeux ébahis, on va intervertir nos places avec Aurélie Casse parce qu'on va ouvrir. Allez, on le fait maintenant. Une fois. Oui, on le fait maintenant. Cette dernière partie qui va concerner plus précisément Emmanuel Macron. Je prends le micro. C'est un passage de relais. Un passage de relais. Merci Aurélie Casse. Dernière partie qui va concerner plus précisément Emmanuel Macron. Comment est-ce que le président de la République va réussir à sortir précisément de cette crise? Ça continue à discuter sur le plateau entre Dominique Rizet et Céline Verzelletti. Comment est-ce que le président va réussir à sortir de cette crise? Lui qui veut avancer, il l'a dit, lui qui veut recevoir les syndicats. On va en parler tous ensemble. Aurélie Casse. Et je salue nos invités qui nous rejoignent. Tout le monde s'installe en direct. Bonsoir Benjamin Duhamel, bonsoir Géraldine Vossner, bonsoir Edwige Diaz. Vous êtes députée Rassemblement National de la Gironde, vice-présidente du RN. Géraldine, journaliste au Point. Benjamin, tout le monde sait qu'il est au service politique de BFM TV. Bonsoir Éric Woerth, vous êtes député Renaissance de l'Oise, ancien ministre du Travail. Bonsoir Pablo Pillot-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Et bonsoir Rana Cabana. Bonsoir Aurélie. On a intitulé cette partie de l'émission Demain le jour de tous les dangers. Et puis on va prolonger cette question en se demandant comment s'en sortir. Quelle porte de sortie après la décision du Conseil constitutionnel? Emmanuel Macron veut rencontrer les syndicats, mais on comprend bien que ça s'annonce difficile. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, répond lol à l'invitation. Éric Woerth, est-ce que l'invitation n'est pas venue trop tard? L'invitation, pourquoi? Au syndicat, lancée au syndicat. Sophie Binet vous dit lol. Je ne sais pas, elle peut dire ce qu'elle veut. Enfin, elle devrait dire oui d'abord. Oui à cette invitation et oui pour continuer et reprendre un dialogue. Il faut bien à un moment donné se reparler. Il y a des positions qui ont été extrêmement fortes dès le départ, de part et d'autre, du côté du gouvernement. Parce que au moment où vous voulez renouer le dialogue, vous dites qu'elle devrait dire oui. Est-ce que c'est vraiment la bonne formule pour s'adresser aujourd'hui à la CGT? Pour ça, je comprends rien à votre question, pardon. Vous n'avez pas suivi qu'Emmanuel Macron voulait recevoir les syndicats? Oui. Ça, vous l'avez suivi? Oui. Est-ce que vous avez suivi la réponse de la CGT à Emmanuel Macron aujourd'hui, Sophie Binet? Vous avez vu ou pas? Non, j'ai pas vu ça. Non, c'est ça que vous avez raté. Elle vous répond lol. Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Elle devrait répondre oui. Oui, alors je dis c'est étrange au moment où vous vous dites qu'il faut renouer avec les syndicats, de dire elle devrait répondre oui. Vous n'arrivez pas à la convaincre? Oui, je suis d'accord pour rencontrer le président de la République. C'est ça qu'elle devrait faire. C'est martial comme ton. De dire oui? Non, de lui dire ça. Non, mais je comprends que Madame Binet répond lol au président de la République, c'est ça? Oui, mais elle devrait lui dire oui. Elle va dire oui, prenons rendez-vous, voyons-nous, discutons. Elle dit non. Lol, ça veut dire non, ça veut dire rien à faire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on se penche sur demain, Pablo, à chaque fois on se dit, on n'est plus que jamais dans l'impasse. Là, on comprend bien qu'Emmanuel Macron essaye quand même de s'en sortir après la décision du Conseil constitutionnel. Il veut la concorde. Oui, on est dans l'impasse, mais il y a 75% des Français en fait qui veulent le retrait de la réforme. C'est ça le problème, c'est que effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure à trouver, il n'y a pas de compromis aujourd'hui à trouver entre, en gros, l'exécutif et le peuple français. Il y a 75% des Français qui demandent quelque chose, qui demandent le retrait de cette réforme, et de l'autre côté, un exécutif qui veut la passer à tout prix, pour le coup, à tout prix. Donc il y a une impasse. L'exécutif a les clés en fait pour résoudre politiquement cette impasse, pour trouver une solution, pour trouver un chemin de traverse. Ça s'appelle le retrait. Il n'y a pas hélas d'autre choix si on veut pas que la situation pourrisse ad vitam aeternam, c'est-à-dire que en gros, comme c'est le cas maintenant depuis 2 mois, les ministres soient empêchés de faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus aller sur le terrain. Les députés de la majorité, c'est aussi compliqué qu'ils aillent au devant des Français parce qu'à chaque fois ils sont apostrophés. On a vu quand même le président de la République qui est allé même en Hollande, il se retrouve conspué par des manifestants qui se manifestent. Il a pris la parole dans une université, à l'aéroport, etc. C'est-à-dire que partout, en fait, il va être empêché. Donc, il faut trouver une solution parce que le président de la République, ça a beau être Monsieur Emmanuel Macron, c'est aussi une institution à lui tout seul. Donc, il faut qu'il puisse continuer à travailler. Et s'il veut pouvoir continuer à travailler, il faut qu'il retire la réforme. Et quand on parle avec les Français, on leur donnera la parole tout à l'heure, on comprend bien que oui, il y a une colère contre la réforme des retraites, mais il y a aussi cette inflation qui se prennent aujourd'hui dans la figure et dont ils aimeraient sortir. Alors,
dire, voilà, on met la question des salaires sur la table. Est-ce que ça peut être justement une sortie aujourd'hui? C'est ça que l'exécutif va tenter. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Elisabeth Borne, demain matin, elle fait un déplacement dans un supermarché pour précisément parler de l'inflation et de la façon dont le gouvernement espère pouvoir montrer aux Français qu'il se préoccupe des questions concrètes. Mais il faut voir quand même une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, bien sûr, il tend la main aux syndicats, mais il est assez bravache. C'est-à-dire que l'état d'esprit du président de la République, l'état d'esprit politique du président de la République en ce moment, alors même qu'on peut tous constater qu'il y a une forme de grand désordre social, syndical, politique, etc. Et lui, démocratique, ça se discute. Comme vous savez, il le discute, mais on peut y revenir. Mais lui, Emmanuel Macron, au fond, il est convaincu encore et toujours, et même maintenant, qu'il a raison, qu'il veut avancer à marche forcée. C'est le mot, c'est les mots qu'il avait employés devant les Français quand il a fait le 13h, à marche forcée, et qu'il ne veut rien lâcher, et qu'il veut encore montrer qu'il est réformiste. Alors, je vais vous dire, autour de lui, personne comprend comment il tient encore la barre sur cet état d'esprit. Mais tous ceux qui lui parlent ces jours-ci, tous ceux qui échangent avec lui des messages sur Telegram, constatent qu'au fond, il n'a rien lâché et qu'il a le moral. Aurélie, il a le moral. Oui, on verra si ça continue. Mais j'ai Maxime Switek et on devrait avoir un jingle quand on a une question de français. Maxime s'agite avec son Pour une question de Brice. Bonsoir, Monsieur Woerth. Je voudrais vous poser une question. Vous vous êtes retrouvé un peu seul avec votre réforme, même LR vous a plus ou moins lâché. Je voudrais savoir comment vous comptez gouverner pendant les 4 prochaines années. Parce que là, on est dans la première. Vous avez beaucoup de projets sur la table et ça va être compliqué de les mener avec une majorité relative. Donc, comment vous comptez gouverner pendant les 4 prochaines années ? Il est vrai que la majorité relative, c'est plus compliqué que la majorité absolue. Voilà. Donc c'est une sorte de proportionnelle. Comme ça, on a vu ce que ça donnerait d'ailleurs, la proportionnelle. Oui. Donc c'est une mauvaise chose. On a besoin de pouvoir prendre des décisions et clairement. Donc on a besoin de devoir négocier avec d'autres groupes. On a essayé de le faire avec LR sur les retraites. Ça a fonctionné à moitié. Pas complètement, mais ça a fonctionné à moitié, puisqu'une partie du groupe, évidemment, a suivi sur cette réforme, qui est portée par les LR depuis bien longtemps. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faudra probablement, plus en amont, discuter avec les autres groupes politiques pour savoir d'abord ce qu'ils souhaitent, et puis pour après faire la synthèse, et puis évidemment apporter réforme par réforme quelque chose qui puisse être voté. Mais ça doit être voté, mais ça ne doit pas être de l'eau tiède. Enfin, l'eau tiède, ça sert à rien. Pour boire, c'est un peu chaud, et pour prendre une douche, parfois, c'est un peu froid. Donc ça sert à rien. On a besoin de réformes profondes. On est un pays qui est en pleine mutation. Il faut l'accompagner et ça fait peur à tout le monde. Mais il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la France. Tous les peuples aujourd'hui sont inquiets. Tous les peuples d'Europe sont inquiets. Partout, il y a des mouvements. Partout, il y a des questions fondamentales. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, monsieur ? Partout, il y a des questions fondamentales. Donc, il y a 4, 5, 6 réformes, sans doute à faire, qui touchent à l'éducation, qui touchent à l'autorité. Mais par exemple, avec qui sur une réforme pour l'éducation ? Avec quel parti, par exemple, pourriez-vous entendre ? C'est des réformes positives. Après la réforme des retraites, il y a beaucoup d'espoir à avoir. C'est des réformes positives. C'est comment on accompagne la France. Je sais bien qu'on veut jamais rien changer. Et en même temps, on a envie aussi de changer. Et c'est tout le problème d'un système comme les retraites. Tout le monde dit, je suis très attaché au système par répartition. Je suis très attaché à cette chaîne de solidarité que représente la répartition, mais je veux surtout pas faire d'efforts pour tenter à un moment donné de faire en sorte qu'il ait des chances, ce système, de perdurer. Et que les jeunes obtiennent la même retraite ou le même type de retraite dans le même système que moi-même. Et ça a besoin, on a besoin de faire des efforts. C'est vrai dans le domaine écologique, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. On a besoin de faire des efforts. Attendez, Brice. Il y a d'autres questions pour vous, Monsieur Woerth, et peut-être pour d'autres en plateau. Question de Stéphanie. Oui. Bonjour. Vous nous parlez de l'éducation, par exemple. Alors, c'est mon domaine. Vous êtes prof, je suis prof, oui. Donc là, on est dans un marasme total avec cette réforme du baccalauréat qui a été passée en 2019. Nous, les enseignants, on a été très, très opposés à cette réforme. On en voit aujourd'hui tous les méfaits. Mais surtout, vous nous parlez là d'augmentation des salaires. Oui, on va travailler les salaires, on va augmenter les gens. Nous, les enseignants, on les attend toujours. Vous savez, vous vous souvenez du moment où M. Blanquer nous disait on va vous augmenter, on reconnaît la valeur de votre travail, on sait que votre travail, votre métier doit être valorisé, etc. On attend toujours nos augmentations. C'est juste en passant. Pour revenir à votre méthode,
si vous aviez un petit peu de conscience sociale, Monsieur Woerth, vous vous seriez quand même demandé, travaillons d'abord sur la valeur du travail. Quel sens a le travail aujourd'hui chez les Français avant de faire une réforme comme ça? Et je crois que vraiment, vous êtes totalement... Excusez-moi, vous êtes totalement déconnecté du peuple que vous êtes censé... Excusez-moi, je termine ma phrase. Je vous excuse. Vous êtes totalement déconnecté du peuple que vous êtes censé diriger. Et je trouve ça très inquiétant. Il faut que M. Woerth vous réponde. Moi, je trouve vos propos très inquiétants. Je ne crois pas... j'ai le droit de dire des choses, puisque vous dites des choses très aimables. J'ai le droit également de vous répondre. Il n'y a rien de déconnecté, madame. Ici, essayez d'être élu, vous verrez, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que de venir dans le public, dans un plateau de télé. Beaucoup plus difficile. Essayez d'être élu. Essayez aussi, à un moment donné, de vous poser un certain nombre de questions sur notre modèle social. Notre modèle social, on a besoin de le protéger. Alors peut-être que ça vous est égal, hein. C'est autre chose. Mais pour le protéger, on a besoin aussi de faire... Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, monsieur, de tenter de décrédibiliser vos interlocuteurs sans cesse. Madame, je suis désolée, j'ai réfléchi à la question. Laissez-moi répondre. Je ne vous ai pas interrompu dans vos questions. Peut-être que vous vous êtes posé la question. Oui, je me suis posé la question. Les Français ne sont pas débiles, monsieur. D'accord? Mais madame, est-ce que j'ai dit ça? Écoutez, vous nous prenez pour des... Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Vous ne devriez pas dire ça. Vous nous prenez pour des imbéciles. On va faire preuve de pédagogie. Il faut réexpliquer cette réforme parce que les Français ne la comprennent pas. Mais arrêtez un petit peu. On a encore entendu tout à l'heure un propos un petit peu identique de la part de cette députée Renaissance. C'était, oui, mais vous n'avez pas compris, à 30 ans, on ne peut pas savoir ce que c'est que... Si, on sait, on s'informe, on réfléchit, on lit. On s'informe. On va laisser Eric Woerth répondre. Ensuite, on donnera la parole aux autres invités qui ne se sont pas exprimés. Je peux le dire. Il n'y a pas de gens plus dévoués aujourd'hui que les élus de France, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique. On peut en rigoler. Je sais bien que monsieur là qui rigole, il est démocrate, que moi je suis archevêque. Donc c'est un peu différent, honnêtement. Et moi j'aurais adoré être archevêque. Mais vous parlez donc de Mathis, qui est ici présent, qui est étudiant et notamment militant du côté du NPA. Je vous le précise. Je lui sers ce compliment. Donc, madame, vous aurez des augmentations de salaire. Oui, vous aurez des augmentations de salaire. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué, mais l'État a énormément aidé l'ensemble des Français, plus que dans d'autres pays, sur toutes ces dernières années. On peut peut-être se mettre d'accord aussi là-dessus. On peut peut-être considérer qu'un grand nombre des salaires pendant la crise du Covid a été versé par l'État. On peut peut-être se dire que contre l'inflation qui accable tous les peuples d'Europe, pas aux États-Unis, c'est vrai, pas tellement en Asie non plus, mais en Europe, accable tous les peuples d'Europe. La France fait des efforts considérables. Alors certes, c'est des efforts qu'il faudra à un moment donné aussi payer. Et il faudra les payer en travaillant plus, il faudra payer en ayant une croissance plus importante, en partageant mieux les revenus. Tous ces sujets, ils sont devant nous. Le partage de la valeur, il est fondamental. Mais si vous voulez poser la question du sens du travail, avant de vous poser la question du régime de retraite, alors vous ne réformerez jamais les retraites. Parce qu'on va se perdre dans une énorme discussion. Il n'y a pas de préalable. On va donner la parole aux autres personnes. Le système de retraite doit se financer lui-même. Si vous souhaitez, mais peut-être le souhaitez-vous, que le système de retraite français soit financé par de la dette, si vous souhaitez que les fonds de pension américains ou canadiens financent les retraités, c'est votre problème, c'est votre sujet. Mais regardez les choses en face. On avance. Edwige Diaz est aussi avec nous, vous ne l'avez pas encore entendu, mais ça va venir. Et Géraldine Wössner, Benjamin Duhamel aussi vont s'exprimer dans un instant. Je rassure ceux qui attendaient leur prise de parole. Edwige Diaz, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que tout se joue vraiment demain? L'avenir du mouvement, peut-être l'avenir du pays aussi. Il y a une bonne partie de l'avenir qui, en effet, se joue demain. Mais pas tout. Parce qu'à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, il restera plusieurs solutions. Moi, la première, celle que je souhaite en priorité, c'est qu'Emmanuel Macron écoute les 70% de Français qui ne veulent pas de cette réforme des retraites et les 90% des actifs, et du coup qu'il procède au retrait de cette loi. Si jamais ça n'est pas le cas, eh bien moi je dis aux Français, tout n'est pas perdu. Il vous reste une arme importante qui est le bulletin de vote. Il y a l'année prochaine des élections européennes qui seront des élections sanctions. Et il y a... Donc vous leur dites arrêtez de manifester il y a en 2027, et regardez plutôt les échéances électorales. C'est ce que vous leur dites? Non, je ne leur dis pas d'arrêter de manifester parce que justement je pense que c'est grâce aux manifestations, entre autres... vous avez manifesté, vous, ou pas? J'ai participé à certains cortèges et un certain nombre d'élus du Rassemblement national ont aussi participé à des cortèges. Donc moi je pense que la mobilisation ne doit pas faiblir, mais je voudrais vous faire part d'un certain nombre de craintes que j'ai.
moi, j'ai une pensée pour les policiers, pour les commerçants qui risquent d'être des victimes collatérales des manifestations, non pas à cause des manifestants qui, dans l'immense majorité, défilent avec beaucoup de dignité et beaucoup de calme, mais je crains l'intrusion dans ces manifestations d'un certain nombre de personnes radicalisées, des Black Blocs, et on sait très bien que M. Darmanin n'a ou pas la capacité ou non pas la volonté d'empêcher les violences au sein de ces manifestations. Donc c'est pour ça que je suis très inquiète quant à l'avenir de mon pays pour les prochaines semaines. Mais je dis aux Français, tout ce que vous vivez, ça n'est pas le résultat quand même d'une fatalité. Les choses peuvent changer. Oui, parce que donc demain, on aura évidemment la décision du Conseil constitutionnel à 17h40. Je ne sais pas à quel moment elle sera rendue publique. Je crois que c'est plutôt aux alentours des 18h qu'on pourra vous la donner sur BFM TV. Géraldine Wössner, je sais que vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais j'avais quand même des questions. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera prévenu avant nous? Est-ce que vous savez comment ça... Non, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il va découvrir aussi sur BFM TV la décision du Conseil constitutionnel? Il n'y a pas de règle écrite là-dessus. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas une pratique répandue. Ce qui est intéressant, c'est que, alors j'entends ce soir qu'il n'y aurait pas d'autre issue que le retrait de cette réforme, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. C'est pas évident parce que, alors déjà, si certains attendent ici un signal politique que donnerait ce Conseil, ils vont être très déçus. Le Conseil constitutionnel se prononce en droit. Il y a plusieurs options possibles, mais en tous les cas, de la décision pourra peut-être venir un chemin de sortie de crise. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les syndicats. On voit bien qu'il y a deux lignes qui sont en train de se former. D'un côté, CGT, FO qui disent qu'ils sont sur une ligne dure, retrait de la réforme, et on continue. Et puis Laurent Berger, la CFDT, qui a laissé entendre que bon, après une décision, si elle était favorable, il n'allait pas manifester non plus pendant 6 mois. Et si, comme on peut le penser, une partie de la réforme est retoquée, notamment toutes les dispositions qui n'avaient rien à voir avec les finances, je pense à l'index senior, à certains autres types de dispositions qui étaient dans la réforme, ça ouvre un chemin pour rouvrir une discussion avec les syndicats qui le souhaiteraient, en tout cas pour réinstaurer un bon dialogue. Et vous dites que certains syndicats pourraient dire oui, juste pour des discussions sur l'index senior. L'index senior, la pénibilité, il y a beaucoup de mesures qui concernent le travail, justement. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça dans les 3 jours, mais peut-être que dans les semaines Laurent Berger continue à dire c'est l'âge légal, hein, la ligne rouge, c'est l'âge légal. On verra ce qu'il dira demain soir à l'issue de la décision du Conseil. Tout le monde, bien sûr, également va regarder l'état de la mobilisation ce week-end, l'état de l'opinion, et puis voilà, des voix peuvent se dessiner. Emmanuel Macron a un autre problème, je pense, que celui de court terme, c'est qu'est-ce qu'il va faire après. Il avait promis un second mandat qui serait différent dans la méthode, dans sa manière de concevoir le pouvoir. Il a aujourd'hui une majorité relative, mais il a continué à se comporter comme s'il avait une majorité absolue. Et avant la réforme des retraites, il arrivait à négocier, comme le disait Éric Woerth, sur certains textes avec les socialistes, avec certains LR, avec le groupe LIO. Depuis la réforme des retraites, cette porte s'est refermée. LIO et le PS ont voté la motion de censure. Avec qui il discute? Donc il va bien falloir qu'il envisage de nouvelles méthodes. La porte se rouvrira, évidemment. Maxime. Oui, plusieurs questions ici. Question de Mathis. Oui, alors c'est vrai que je suis un petit peu étonné de voir le Rassemblement national faire comme si c'était contre la réforme, étant donné qu'on voit que l'extrême droite attaque assez fréquemment les lycéens en grève et les étudiants, mais et se distingue plutôt par leur silence face à cette réforme. Mais du côté de la majorité au gouvernement, ce qu'on observe, c'est aussi de marcher dans les plates-bandes de l'extrême droite. On envoie la police se déchaîner face à des lycéens à Sevran, à Conflans-Sainte-Honorine. Oui, je suis très sérieux. Ça n'a pas l'air. Bah si, pourtant. Vous n'êtes pas obligé d'être sérieux. Peut-être que vous allez me laisser finir. Oui. Donc ensuite, on voit tout ce déchaînement de la police. On a parlé de Sainte-Soline. Il y a quand même quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est quand même assez sérieux. On voit des dissolutions d'associations qui contestent la politique du gouvernement, que ce soit les soulèvements de la terre, que ce soit là des menaces de retirer des subventions à la Ligue des droits de l'homme, en reprenant d'ailleurs tout l'argumentaire du Rassemblement national et de l'extrême droite, y compris par rapport aux factieux, aux ultra-gauches, etc. Alors, moi, c'est vrai que s'il y avait une seule question à poser, mais oui, allez-y. C'est comment vous comptez faire le coup du barrage républicain quand vous menez déjà la politique de l'extrême droite?
Je sais pas, je comprends rien à votre question. Elle est vraiment très très politicienne, quoi. Elle est vraiment très politicienne. Comment pouvez-vous, un instant, dire, sérieusement, je veux dire, vous pouvez mentir partout, c'est votre problème, mais comment pouvez-vous dire un instant qu'il y aurait des porosités entre la majorité et le Front National et le Rassemblement National? C'est ce que vous dites. C'est complètement... Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte, vous représentez l'extrême gauche. Moi, ce que je vous remarque, représentez le monsieur, radicalisme, vous avez des accords sur la loi radicalisme de gauche. Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur. Et comme beaucoup de ministres de l'Intérieur, il doit à un moment donné rétablir l'ordre. Et franchement, le désordre, il est plutôt mis par ceux qui, à l'extrême gauche et parfois aussi dans des groupuscules de quel ordre vous parlez? droite, L'ordre aujourd'hui, les gens ont faim, ont du mal à partir en vacances. C'est de cet ordre-là, des 152 milliards de profits du CAC 40 cette année. Cet ordre-là, aujourd'hui, on voit bien qu'il met les gens en difficulté. Vous monopolisez la parole. Parce que Éric Woerth va vous répondre, Edwige Diaz aussi veut vous répondre. Sujet toutes les 2 minutes, donc je sais pas de quoi en réalité vous voulez parler, mais si vous voulez dire que Gérald Darmanin fait pas bien son métier de ministre de l'Intérieur, moi je pense qu'il fait bien. Je pense qu'on est dans une société malheureusement de plus en plus violente. Pas la population, un certain nombre de groupes, un certain nombre de gens, un certain nombre de personnes qui abusent des droits qui sont les leurs dans une démocratie. Et la démocratie, elle meurt de ses faiblesses. Toutes les démocraties qui, à un moment donné, sont mortes dans l'histoire, elles sont mortes de leur faiblesse. Une démocratie, elle ne peut pas être faible, elle doit être forte. Elle doit être forte dans un état de droit, et c'est ce qu'est exactement la France. Edwige Diaz aussi voulait vous répondre. Je sais que vous le regrettez. Parce que ça lui était aussi adressé, on vous écoute. Oui, je voulais répondre. Avec le micro bien près de la bouche. Parce oui, que vous vous pouvez tourner, pas forcément en même vous temps, voir, le mais micro est sur pas d'eau par impolitesse, mais juste pour qu'on m'entende. Moi, je voulais vous dire, monsieur, que vous étiez un jeune homme brillant. Brillant parce que vous apprenez par cœur les éléments de langage de l'extrême gauche. Et je considère qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vraisemblablement, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Donc je vais vous répéter que nous soutenons les manifestations, les manifestants sincères qui se comportent dignement, mais nous condamnons tous ceux qui bloquent et tous ceux qui créent du désordre. Mais je voudrais aussi vous indiquer que nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière d'opposition à Macron, parce que moi, et contrairement à vous certainement, je n'ai pas voté ou appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc vos leçons, je vous prierai de bien vouloir les garder. Bon, ça c'est dit. J'ai une autre question. Sébastien. Oui, bonsoir, Monsieur Woerth. C'est une question pour vous. Tout à l'heure, un d'entre nous vous a interpellé en disant comment vous comptiez, pour les 4 prochaines années, essayer de faire passer des réformes. Et j'ai senti poindre chez vous, à un moment, juste vous avez dit, c'est vrai que peut-être en amont, il faudra qu'on arrive à mieux discuter des textes avec d'autres groupes parlementaires. Je voulais avoir votre opinion là-dessus, mais en tant qu'individu, pas forcément en tant que représentant de la majorité, j'imagine que ça ne va pas être simple pour vous. Mais effectivement, est-ce que pour vous, il y a quand même eu un problème de méthode, aussi bien avec certaines alliances politiques que vous auriez pu éventuellement tisser plus en amont, je reprends votre terme, et éventuellement avec certains syndicats réformistes, par exemple? Je dois être le seul ici à avoir mis sur la table une réforme des retraites, il y a maintenant 12 ans, il y a longtemps, mais qui a augmenté l'âge de départ à de 2 ans, de 60 à 62 ans. C'est exactement, au fond, le même type de réforme. Il n'y a pas de bonne méthode. Parce que de toute manière, vous avez 50, 60, 70% de la population qui est contre, par principe. Donc il n'y a pas de bonne méthode. Et les syndicats qui rentrent, ils rentrent dans une discussion, ils ont le droit d'avoir leur opinion, nul ne le conteste, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ils ne veulent pas d'augmentation de l'âge, ni d'ailleurs de l'augmentation de la durée de cotisation. Ils n'en veulent pas. Ils le disent au départ, c'est clair. Ils sont clairs, ils sont honnêtes, ils disent les choses, ils le disent. Bon, c'est très difficile de discuter, donc il n'y a pas de négociation au fond. Il y a une discussion, parce qu'on peut, à la marge, améliorer les choses. En 2010, on a pu avoir une discussion et autour améliorer un certain nombre de choses. Là, en l'occurrence, je pense que les syndicats n'ont pas voulu discuter du tout. Les syndicats, sauf à considérer de dire, nous, on veut bien rentrer à la table des négociations si vous n'augmentez pas l'âge de départ. Et comme il n'y a pas de projet alternatif, le Rassemblement national, d'ailleurs, n'a strictement aucun projet alternatif. Mais comme l'extrême gauche n'en avait pas non plus. Mais je poursuis votre raisonnement dans ces cas-là. OK, par exemple, pour les syndicats, admettons, vous avez été ministre du Travail, pas moi. Effectivement, mais par exemple avec les autres partis politiques, puisque vous-même vous avez dit peut-être qu'en amont sur les prochaines réformes, il faudra peut-être que... Parfois on est surpris.
parfois on est surpris. Votre propre ancienne famille, quoi, par je pense que LR, moi, le comportement de LR m'a à la fois surpris et pas surpris, mais les cadres de LR, le président de LR, les présidents de groupe, enfin le président du Sénat, ont été très clairs et se sont inscrits dans l'histoire de LR et dans d'ailleurs le programme que portait la candidate de LR. Et puis un certain nombre d'autres membres de LR ont décidé de faire le contraire. Ça fait un peu tambouille tout ça. Hein. Bon, ben ça pas. Je veux dire, le gouvernement a été surpris par cela et sans doute on ne s'attendait pas à avoir autant de députés LR, c'est-à-dire quasiment la moitié, qui décident de ne pas suivre. Bon, chacun apprend de ses erreurs parfois. Il est 23h44, c'est l'heure d'avoir le regard de Benjamin Duhamel. On vous écoute, Benjamin. J'ai attendu impatiemment. Il n'y a pas de questions. Non, du coup, on n'a pas. C'est ouvert. C'est ouvert. Tout sur. Non, par exemple, la semaine prochaine, à quoi pourrait-elle ressembler? Est-ce qu'on sait que si Emmanuel Macron va aller se frotter aux Français? L'idée de la semaine prochaine, c'est d'essayer de mettre en scène la relance politique. La relance politique, elle s'incarne d'abord par une prise de parole. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Quand Emmanuel Macron a fait son interview à nos confrères de TF1 et France 2, il avait de toute façon cette idée qu'il y aurait une nouvelle prise de parole, un autre moment pour s'exprimer, aussi pour faire le bilan de la mission qu'il a fixée à Elisabeth Borne, élargir la majorité. De ce point de vue-là, pas beaucoup de suspense, c'est raté. Et en même temps, pouvait-il vraiment en être autrement ? Prendre la parole, faire le point sur le dispositif gouvernemental. En l'état, les informations qu'on a, même si avec Emmanuel Macron tout peut toujours changer, c'est plutôt qu'il y aura une forme de statu quo jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire l'idée de ne pas changer pour l'instant ni de Premier ministre, ni de gouvernement avant encore quelques mois. Et puis, expliciter quelles seront les grandes priorités. Parce que le moment de blocage auquel on fait face, c'est effectivement qu'on peut mettre en avant, comme le veut Emmanuel Macron, les sujets de l'école, les sujets de la santé, essayer d'expliquer qu'on va aller partir du terrain pour mettre en avant des objets concrets. La difficulté, c'est que quelle opposition aujourd'hui, si tant est que ces mesures-là passent par la loi, quelle opposition aujourd'hui serait prête à faire le cadeau à Emmanuel Macron d'aller l'aider sur tel ou tel texte compte tenu de l'incroyable faiblesse du président de la République aujourd'hui? Parce que ce qui est assez frappant sur la situation politique, et j'en termine par là, en ce moment, Emmanuel Macron tend la main aux syndicats en disant « venez me voir » et regarde du côté des Républicains en essayant d'espérer grossir un petit peu sa majorité. Le macronisme en 2016-2017, c'est l'idée que les corps intermédiaires, il faut essayer non pas de s'en débarrasser, mais qu'au fond, ils sont pas assez vifs pour s'en servir, et que les grands partis sont morts parce qu'ils sont pétris de contradictions et minés par leur division. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron en est réduit à être obligé d'aller regarder précisément du côté des corps intermédiaires et du côté des forces politiques qu'il avait vouées aux gémonies, ce qui dit au fond d'une forme, sinon d'impasse, du moins de faiblesse politique qu'il va devoir régler, mais quelle que soit sa prise de parole, même s'il y en a une la semaine prochaine, le fameux effet waouh qui est parfois promis par certains dans son entourage ou qui était parfois utilisé, là pour le coup on a du mal à voir ce que ça pourrait donner s'il y avait prise de parole la semaine prochaine. Je vois que ça s'agite beaucoup dans le public, il y a un effet Duhamel, tout le monde veut réagir, mais Géraldine aussi voulait en quelques secondes dire quelque chose. Je pense que le problème c'est qu'il est déjà, quasiment trop tard. On a vu cette semaine des rébellions au sein même du Parlement. La loi de programmation militaire a été rejetée par les députés. Elle n'a pas inscrite à l'ordre du jour parce que jugée insincère. La nomination de Boris Ravignon à la tête de l'ADEME que le président avait voulu rejeter par les députés, ce sont des signes. Ça s'agit derrière vous, Géraldine. Mais ça permet de rebondir sur ce que disait Géraldine à l'instant. Je viens de plonger dans un abîme de perplexité, Nathalie, quand je disais mais qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Et vous m'avez répondu, Nathalie, qui bouge un peu, quoi, qui fasse quelque chose, parce que nous, les commerçants, on en a marre de tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Il y a un moment où on aimerait bien que les politiques, ils pensent d'abord aux Français et que vous arrêtiez un peu de penser à vos égos tous les uns et les autres. C'est un peu problématique. Moi, j'estime que dans tout ça, entre les syndicats et le gouvernement, il y a surtout une question d'ego, c'est-à-dire que personne ne veut rien lâcher. Et personne donc ne se parle. Voilà. Et ça, c'est problème. Bah si, parce que vous allez quand même pas me dire, Monsieur Woerth, que quand vous voyez quand vous voyez des syndicats qui viennent juste 1 heure voir Madame Borne, en 1 heure de temps, elle dit moi je veux pas retirer ma réforme. Les autres, ils disent, nous, on ne veut pas discuter. Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Il faut aussi être un peu concis. Mais je parle des deux parties, des deux côtés. C'est pas mal. Je dis que simplement,
Des fois, il faut savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin et mettre son orgueil de côté et essayer de discuter, parce que le dialogue est quelque chose d'important pour moi. Je précise, monsieur Woerth, que Nathalie est pour la réforme. Oui, ça peut. je suis pour la réforme. Chacun a son Voilà. opinion. Non, je voulais juste vous dire, je ne pense pas que ce soit une question d'orgueil. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être une question d'orgueil. Chez les politiques, comme dans toutes les professions, mais c'est pas le cas là, en l'occurrence. C'est pas une question d'orgueil. Si cette réforme, elle sera évidemment pas retirée. À moins que le Conseil constitutionnel l'y oblige, mais ça c'est autre chose. On verra demain. Cette réforme, elle va évidemment entrer en vigueur. Et évidemment, elle est impopulaire. Donc il faut derrière redémarrer sur la base de cette impopularité. Bon. Mais nous considérons, et je considère à titre personnel, je ne m'exprime pas au nom du président de la République, à titre personnel, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais peut-être que j'ai raison aussi, c'est que c'est l'intérêt du pays. C'est l'intérêt du pays. C'est le plus grand modèle social du pays. Si on le laisse aller, à un moment donné, il sera impossible de le sauvegarder. Oui, mais la marche sera si haute que c'est impossible. Sans du tout vouloir me mettre entre Nathalie et vous. Ce que vous dit aussi, Nathalie, et je ne suis pas faire votre porte-parole, c'est à aucun moment, et même ce soir sur ce plateau, vous n'avez envoyé le moindre signal, ni consistant à dire il y a des choses qu'on n'a pas réussi dans cette séquence, on n'a parfois pas réussi à convaincre les Français. À aucun moment, vous n'explicitez même la possibilité qu'il y ait ce fameux changement de méthode qui a été plusieurs fois évoqué. Donc au fond, on a l'impression que l'idée, c'est oui, cette réforme, elle est impopulaire. On y va et puis on va continuer comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour réformer. Vous voyez, c'est vous caricaturez les choses. Et vous m'agressez. Alors voilà, c'est Français qui vont vous poser des questions. Écoutez, c'est un dialogue franc et direct. Donc on est franc et direct. J'ai l'impression parfois que c'est pas une conversation de salon. Monsieur Woerth, conversation de plateau. Monsieur Woerth, c'est l'impression que certains donnent parfois dans la majorité de ne pas avoir pris, quoi qu'on pense de la réforme des retraites, de ne pas avoir pris la mesure d'une forme de cassure qui s'est établie avec des gens, même qui parfois sont favorables avec cette réforme, et l'idée qu'il faut changer la façon dont on conduit les politiques publiques. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours décrire le monde politique comme sourd, aveugle. Enfin, on est les seuls à peu près à être élus et c'est suffisamment difficile, j'aime autant vous le dire. Enfin, on a bien compris, mais bien compris que c'était impopulaire, j'aime autant vous le dire. Si on ne comprenait pas, on n'irait pas les mails par centaines qu'on peut recevoir ou les gens qu'on rencontre. Évidemment que c'est impopulaire. Il suffit d'aller sur un plateau télé d'ailleurs pour le remarquer. Évidemment que c'est impopulaire. Mais il y a des moments où quand même l'intérêt général du pays prédomine. Et donc vous alors j'ai bien compris, mêmes objectifs. Pardon, j'ai bien compris tout cela. J'ai bien compris aussi que. Vous avez compris quoi? J'ai compris que les gens étaient en colère et j'en tire une conséquence, c'est que évidemment il faut continuer à expliquer, mais à un moment donné ça ne marche pas. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas que la réforme des retraites et qu'il y avait un problème. J'ai compris aussi que nous n'avons pas réussi à convaincre suffisamment, mais c'est presque peine perdue. Nous n'avions pas réussi en 2010 non plus à convaincre. Maxime, vous levez le micro. C'est pas possible parce qu'il y a plein de marchands, de marchands de mensonges sur ce type de sujet. On vous dit on peut faire autrement, dormez bien, braves gens. L'émission est terminée. On arrive à la fin. L'émission est terminée. Juste une chose. Je suis désolée. Mais de temps en temps, on peut aussi avoir raison, monsieur. Maxime, je voudrais donner la parole. Ne pas avoir tort pour le pays. Si ce n'est vous, aussi ne pas avoir tort pour le pays. On a évacué quand même très vite un mot que madame a prononcé, c'est le mot d'orgueil. L'orgueil politique. Et en effet, il y a quand même, bien sûr, la confrontation d'orgueil politique dans cette affaire. Emmanuel Macron, il a investi son orgueil politique, son orgueil réformateur dans l'idée de cette réforme des retraites qui était, au fond, la réforme qui allait permettre toutes les autres. Et au fond, cette cristallisation politique, elle vient de l'orgueil qui a été mis dans cette réforme. Et en face, en effet, du côté syndical, et notamment de Laurent Berger, il y a le sentiment d'avoir été humilié. Il y a aussi de l'orgueil qui se manifeste, bien sûr. Donc vous avez raison, madame. Non, mais j'entends bien. Mais c'est juste pour rebondir sur ce mot qui a été évacué un peu vite. Bien sûr que l'orgueil est aussi un élément de la crise que nous traversons aujourd'hui, indéniablement, bien sûr. L'émission est finie. Donc merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? J'ai l'impression que ça fait un moment. 3 heures, un peu plus de 3 heures, oui. Et l'édition spéciale va continuer demain toute la journée, puisque demain ce sera la journée décisive, vous l'avez bien compris. Et vous retrouverez notamment Aurélie Casse demain, en fin d'après-midi, 17h30 pour la décision du Conseil constitutionnel. Évidemment, tout le monde attend cette décision désormais, ce moment décisif. On remercie tous nos invités, on remercie évidemment tous ceux qui étaient dans le public. Et nos Français qui étaient là ce soir pour poser des questions tout au long de la soirée, qui ont joué le jeu. Voilà pour cette émission. Et à demain.